Bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je la rencontrais. Je viens juste de finir le podcast, puis je peux vous dire qu'on a parlé d'un sujet très, très délicat. Je vous reviens juste avant, je vous mentionne quelques affaires, puis je vais vous revenir avec la raison pourquoi je suis comme encore chamboulée de cette discussion-là. Je veux vous lire des commentaires. C'est important parce que comme les gens viennent s'asseoir ici puis savent pas vraiment à quoi ils vont répondre puis finalement ils s'ouvrent, ces confidences-là résonnent chez plusieurs d'entre vous, font écho. Puis je pense que ça nous fait tous du bien, ça aussi, d'avoir des leçons de vie, des expériences de vie qui des fois sont plus difficiles et on réussit à s'en sortir. Donc pour plusieurs, ça donne de l'espoir. Alors, il y a un commentaire qui dit « Je viens d'écouter l'épisode avec Kim Thuy. Je crois qu'il y aura un avant et un après tellement cette discussion-là m'a interpellée et chamboulée. Je la savais extraordinaire, mais voilà que ce qualificatif ne suffit plus. Merci de partager avec nous ces moments de grâce. Je vais me laisser le temps de digérer cette conversation et je la réécouterai à nouveau. » Et vous savez que vous pouvez... Alors, merci Nathalie de nous avoir écrit. Vous pouvez nous écouter Spotify, vous pouvez nous écouter évidemment sur YouTube, mais aussi sur Patreon où il y a des formules, là, si vous voulez avoir juste audio, vidéo, si vous voulez avoir un question-réponse avec moi. Et vous avez à ce moment-là les épisodes 2 semaines d'avance. Si vous voulez vous abonner au Marie Club, la plateforme payante où il y a, on parle de TDAH, on parle de santé, on parle de TDAH. On a fait des ateliers là-dessus, des ateliers sur, par exemple, comment gérer l'argent. On a fait des ateliers sur le design, des ateliers. On aborde tellement de sujets, la colère, les émotions. On a un club de lecture, on a un journal, on fait des causeries où je parle aux gens, où on échange à tous les mois. On a des ateliers virtuels où on échange aussi. En tout cas, tout ça pour dire que si vous êtes abonné au Marie Club, vous avez le droit. Vous recevez l'épisode une semaine à l'avance. Et pour toutes les autres plateformes, évidemment, c'est gratuit. Puis on voudra toujours que ça reste gratuit. Je vais lire un autre commentaire de Lucia. J'ai découvert récemment votre podcast sur Spotify, justement. Et aujourd'hui, j'ai écouté celui avec Serge Denoncourt. J'ai tellement ri, mais quel personnage attachant. Je crois que ce que les gens vont retenir de lui, c'est oui, sa générosité, mais aussi l'honnêteté de sa personne. Il est vraiment unique. Je vais vous en lire un, là, sortez vos mouchoirs. Je vous le dis, dans ce cas-là, moi, ça fait plusieurs fois que je le lis, mes mouchoirs sont pas loin. Peut-être j'en aurai besoin. Ça dit ce qui suit. Nous avons loué un chalet en famille et avons apporté le jeu de table. Mon père est décédé d'une crise cardiaque lors de notre dernière journée au chalet. La veille de son décès, grâce au jeu, il nous a raconté son plus beau souvenir d'enfance. Ça aurait été la dernière histoire qu'il nous aura racontée. Alors, ça dit merci de provoquer des conversations marquantes et du souvenir précieux. Vous faites une différence. Donc, on a ici que ça fait une différence, mais c'est vrai que quand on a le jeu de table, on se pose des questions qu'on ne se poserait pas. Et surtout, et dans ce cas-là, c'est absolument bouleversant, et surtout, les 2 règles du jeu, c'est très simple. C'est l'écoute et la bienveillance. Donc, on ne juge pas et on n'interrompt pas la personne, on laisse raconter son histoire. Alors, je suis vraiment... Quand toute l'équipe a lu ça, ça fait plusieurs fois que je veux vous le lire, je ne suis pas capable. Là, aujourd'hui, j'ai été capable, je suis contente, mais on a tous pleuré quand on a lu ce message. Je veux vous parler des partenaires parce que c'est à cause d'eux si on est capable de vous l'offrir sur les plateformes et que ce soit gratuit. Nos partenaires, Karine Jonca, ses produits sont pratiquement, je pense, c'est 1000 lieux de vente à travers le Québec. Elle vous offre 15 % de rabais sur son site web, sur le site en ligne. Et le code promo, c'est Ouvre ton jeu 15. On a aussi notre partenaire Eros et compagnie. Si vous vous rendez sur le site d'Eros et compagnie, donc vous pouvez aussi utiliser un code promo qui vous offrira 15 % de rabais. Et le code promo, c'est Rose 15. Opto Réseau, qui est un partenaire qui est arrivé au cours de la dernière saison, il vous offre un rabais de 100 $ à l'achat de verres réactifs à la lumière.
dans les 85 cliniques du 16 septembre au 31 octobre 2024. Je vais tout de suite remercier mon équipe avant de revenir sur l'épisode là, que vous allez écouter. Il y a Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Maëlle Ledevin à la captation. On fait vraiment une belle équipe. Je trouve qu'on est, on aime ce qu'on fait et nous sommes tous des passionnés. Alors, la personne que je reçois aujourd'hui, c'est Elisabeth Rioux. Elle a 27 ans. Elle a 1,4 million de personnes qui la suivent sur Instagram. C'est une influenceuse, une entrepreneur, femme d'affaires. Il y a un documentaire qui est sorti sur elle sur Prime Video. Il y a 6 épisodes où on la suit dans son quotidien, dans sa vie. On la voit, elle parle beaucoup de son entreprise qui est devenue une entreprise familiale. Moi, j'avais envie d'explorer c'est quoi être influenceuse. Il y a eu un moment donné, on avait beaucoup de jugements par rapport à ça, mais il reste que c'est quand même une façon de faire maintenant. On se met en scène soi-même. On n'a plus besoin de la télé, de la radio, des journaux, d'agences de marketing. Souvent, c'est une façon que cette génération-là a développée. Évidemment, les générations suivantes feront la même chose. Et il y en a des plus vieux maintenant qui décident aussi d'aller vers ça. Donc, je voulais qu'on enlève juste le mot influenceur. Des fois, on peut voir ça négativement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on va aborder aussi avec elle, et c'est là, je peux vous dire qu'ici, toute l'équipe pleurait. On parle dans cet épisode-là de violence physique et psychologique, en fait, de violence conjugale. Vous allez voir, c'est plus rare qu'on entend, je trouve, des jeunes femmes en parler. Elle en a parlé sur la place publique. Et là, on rentre dans le vif du sujet parce que j'ai toujours envie d'enlever la honte reliée avec ça, que celles et ceux qui vivent ça soient capables de se libérer. Puis des fois, des témoignages, des fois, une phrase peut permettre de libérer quelque chose. En tout cas, vous en jugerez par vous-même. Alors, je vous laisse à ça. Donc, place à Elisabeth Rioux. Tout a commencé, en fait, quand je suis tombée enceinte, parce qu'avant ça, il n'y a vraiment rien eu. Jamais, pas de signe ou de rien pantoute. Puis à partir du moment que j'ai été enceinte, je te dirais, la première fois, c'était peut-être 2 jours après y avoir dit que j'étais enceinte. Puis c'était comme vraiment choquant. Ma première réaction, c'est... En fait, c'est que l'histoire est un peu compliquée. Puis, tu sais, je sais, il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu dis, peut-être. Ouais, mais c'est aussi, tu sais, c'est nono à dire. Ben, c'est pas nono à dire, en fait, là, c'est juste vrai. C'est que, tu sais, j'ai fait de la thérapie puis tout, puis j'ai beaucoup de blanc de mémoire. De comme. Ah oui, je comprends, OK. Comme, mettons, le monde me demande, c'était comment d'être enceinte? Je suis comme, je m'en rappelle pas. Je sais pas. Ça, tu t'en rappelles pas? C'est tout ça qui a bloqué ça? Ben, I guess que oui, là, mais comme... C'est toute une période, comme... J'essaie de raconter l'histoire, puis il y a plein d'affaires que je me rappelle pas. Fait que, tu sais... Oui, j'ai été enceinte de ma fille, mais comme... Tu sais, le monde... Ah, c'était-tu... Tu sais, il me pose des questions sur tout le pregnancy, puis je suis comme, je sais pas. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. C'est la première fois que je la rencontre, donc pour moi, c'est excitant parce que c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Je trouve, j'avais envie de recevoir cette femme-là parce qu'elle représente comme j'ai pas envie de dire un nouveau monde, mais presque un nouveau monde économique. On parle souvent des influenceurs, influenceuses. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça comporte? On en a déjà reçu d'autres influenceuses, entre autres ici. Bien, il y a aussi la partie entrepreneur. Et quand on devient aussi la personne qui fait son marketing, la personne qui
qui vend son produit, quand ça part de soi et que finalement, on est dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde, moi, ça m'impressionne. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre ça parce que nos jeunes fonctionnent comme ça maintenant. Puis pourquoi on pourrait pas le faire, nous aussi? Alors, je sais qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être contents qu'on la reçoiive aujourd'hui. Bienvenue, Elisabeth Rioux. Ah, merci. Merci full de me recevoir. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai, Elisabeth, t'es comme la nouvelle mouture d'entrepreneur, à quelque part, tu sais, depuis déjà quelques années. Mais il reste qu'avant, si on était toute seule avec son produit, puis on n'avait pas personne pour se promotionner, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était difficile, je veux dire. Il fallait que tu payes de la publicité à quelque part, là, dans les journaux, à la radio, à la télé, mais tu pouvais pas exploser. C'était rare, les gens. Tu peux avoir un chanteur avec une chanson, ça explosait. Mais quand tu vends un produit, comme toi, c'est des maillots de bain, entre autres. Est-ce que ça, quand tu as commencé, Elisabeth, t'en étais consciente? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire, être entrepreneur? C'est sûr que oui, en fait, parce que techniquement, je l'ai toujours été depuis que je suis jeune. Là. J'ai tout le temps eu des petites affaires à partir de peut-être 12 ans, mettons. Fait que c'est sûr que le côté entrepreneur, c'est surtout ça. Puis, tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, c'était comme l'opportunité de faire connaître un peu qu'est-ce que j'avais. Tu sais, contrairement, tu sais, justement, comme on disait, avant, ça prenait soit des contacts ou vraiment beaucoup d'argent, etc. Puis j'ai l'impression que avant, le côté média, c'était des personnes en particulier qui, tu sais, exemple avec la télé puis tout, ces personnes-là, c'est eux qui dirigeaient qu'est-ce qui allait être montré dans les médias. Fait que c'est un peu eux qui choisissaient c'est qui va être connu. Puis maintenant, c'est comme si on donne le pouvoir au public de choisir c'est qui va être connu. Fait que je trouve que c'est ça qui est vraiment le fun avec les réseaux sociaux. Donc, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur toi, puis on peut décider, ça nous intéresse, ça nous parle, on se retrouve. C'est ça, exact. Je trouve que c'est ça la différence beaucoup avec la télé, la radio versus les réseaux sociaux. C'est vraiment que il y en a un que tu as des personnes en particulier qui ont le pouvoir de choisir qui veulent être connus versus l'autre, c'est vraiment le public qui choisit. Donc, le premier compte que tu as ouvert, est-ce que c'était Instagram? Oh my God, non, c'est Facebook. Mais tu sais, j'étais pas connue sur Facebook, mettons. Là, j'avais Facebook, je publiais bien les photos, j'adorais ça. Mais mettons, le premier compte connu, c'était Instagram. Et là, tu as combien d'abonnés maintenant? Là, je suis à 1,4 millions ouais. d'abonnés. Ouais. C'est énorme. On s'entend, 1,4, c'est pas qu'au Québec, là. Ouais, non, c'est vraiment partout. Mais là, je te dirais que on dirait dans le dernier mois, à cause de la série, j'ai comme un rebalancement. Là, je perds beaucoup d'abonnés parce que j'ai beaucoup d'abonnés anglophones, vu que mon compte a toujours été en anglais. Puis là, je publie juste en français, fait qu'on dirait qu'il y a un rebalance. Puis tu sais, la série est plus promote ici. Puis tout alors, ça, parlons-en, parce que pour ceux ou celles qui sauraient pas de quoi on parle, puis même pour ceux et celles, on veut t'entendre parler. Alors, c'est sur Prime Video. Oui, exact. Voyons, pourquoi j'avais Prime Video, là, j'étais là, il me semble que c'est-tu vidéo. Moi, je l'ai regardé, c'est 6 épisodes de 22 minutes, en fait, 6 demi-heures, si on veut. Et ça parle de toi. C'est produit par Trio Orange. Ouais. Et comment on t'a approché pour faire cette série-là? Pour vrai, le début, là, je pourrais même pas te le dire parce que c'est ma soeur qui répond à mes emails. Fait que probablement un email qui s'est suivi d'un appel que probablement que c'était ma soeur qui était comme moi, je vais voir si c'est intéressant avant de te déranger avec ça, je me sens entre guillemets. Puis finalement, après ça, il y a eu comme une série d'interviews et tout avec des gens de Trio Orange, après ça, des gens plus de Amazon, etc. Puis finalement, le projet a débouché. Puis t'es contente? Est-ce que t'es contente du résultat? Ouais, je suis vraiment contente du résultat. Quand j'ai vu la série la première fois, j'étais comme, OK, je m'attendais pas à ce que ça représente autant bien comme la réalité. Puis c'est ça que tous les gens autour de moi ont dit, c'est comme, ils s'attendaient un peu, parce que, tu sais, la série montre le négatif et le positif. Ouais. Puis tout le monde s'attendait un peu à ce qu'on voit plus du positif, si je peux dire. Puis finalement, tu sais, de voir vraiment les deux côtés. Mais ça t'a pas dérangé, parce qu'honnêtement, moi, à certains moments, justement, dans le négatif, des fois, j'étais pas à l'aise. Tu sais, mettons, quand ta sœur parle de toi, dans votre relation, qui est probablement dans les cartes, on va en reparler, mais c'est quand même délicat. Comment t'as reçu ça? Quelle sœur? La plus jeune. La plus jeune. Ouais. J'ai rien reçu de mal parce que quelque chose aussi avec... mais là, moi, j'aime full l'astrologie. Là. Je sais pas si toi, t'es full l'astrologie. Mais tu vas m'en apprendre, vas-y. OK, ben moi, je suis full l'astrologie. Et je suis Sagittaire. Puis dans ma famille, on est pas mal tous Sagittaires puis des signes de feu. Fait qu'on est toutes des personnes extrêmement directes. Qui disent beaucoup puis qui sont capables d'en prendre beaucoup. Fait que ça a toujours été cette énergie-là avec ma famille. Fait que il y a rien que personne n'a dit qui m'a surpris. Mais tu as accepté de le montrer.
Oui, parce que je veux dire, mais moi, j'aime cette transparence-là. On sent que c'est une famille où il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a, comme tu dis, le choc des titans. Ben oui, mais en même temps, on est des sœurs. Là. C'est un peu de même. C'est un peu comme ça pour tout le monde. Je pense pas qu'on est. Justement, là, les gens qui nous écrivent, c'est du monde qui relate à ça parce que au bout de la ligne, nos petites chicanes de sœurs se reflètent dans vraiment beaucoup de familles. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui me gêne en tant que tel ou que je veux cacher. Puis je trouve aussi que moi, personnellement, quand je consomme les réseaux, quelqu'un que tout est beau puis tout est tout parfait, je vais, OK, oui, je peux suivre parce que ses photos sont belles, mais je vais pas être attachée à cette personne-là. Je trouve qu'on s'attache aux gens qu'on voit complètement. Tu sais, nos amis proches, on les connaît, leurs défauts, puis on décide de les aimer pareil. Puis je trouve que dans la série, c'est ça qui était important pour moi, c'était de montrer tout au complet parce que si tu veux faire ta décision à m'aimer ou ne pas m'aimer, ben au moins tu la fais consciemment en connaissant le beau puis le mauvais. En tout cas, on voit une femme déterminée en toi. Ça se peut. Je sais pas. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oui. Alors, il y a des questions vertes qui sont des questions d'ordre général. Il faut que tu comprennes que les cartes, il y a plusieurs... Tu sais, le jeu, il est fait pour toi, mais il y a des cartes qui reviennent d'un jeu à l'autre, tout dépendant de la personne. Alors, tu as des cartes... Attends, je veux juste assurer que c'est bien les vertes. Les vertes, c'est des cartes de questions, c'est des questions générales. Les jaunes deviennent un peu plus personnelles. Les rouges, c'est des questions personnelles. Les roses, c'est le niveau Eros et compagnie, donc c'est sensuel, sexuel. OK, parfait. Et la question que je me garde à la fin, Optorizo est un joker, Elisabeth. Donc, si à un moment donné, tu trouves qu'avec mes sous-questions, t'as envie d'aller ailleurs, tu as le droit de l'utiliser une fois et à ce moment-là, je passe tout de suite à une autre question. Donc, si t'aimes les cartes, je sais pas, là, mais tu peux les brasser. Tu les brasses, en fait, tu m'en donnes 6. Non, tu m'entends, c'est moi qui ai mêlé. Tu m'en donnes 5, je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une après. OK. Fait que là, je t'en donne 5. 5, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être celui-là. J'ai vraiment séparé ça de la pire façon ever. Puis après, tu vas partir avec ton jeu, donc tu pourras répondre avec tes amis ou à ta famille. Parfait. Alors, bon, ça commence comme ça. Quelle est ta définition du mot famille? Quelle est ta relation avec l'argent? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Comment réagis-tu à l'autorité? Quel est ton pire défaut? OK. Puis là, j'en choisis une. Puis après ça, moi, je vais en choisir une. Donc, c'était ta définition du mot famille, ta relation avec l'argent, l'importance que tu accordes au regard des autres, ta relation avec l'autorité, puis quel est ton pire défaut? J'essayais d'en choisir une qu'on n'a pas abordée dans la série, mais je pense qu'on les a toutes répondues dans la série. Attends, dans la série? Dans la série, je pense qu'on... Ben moi, je sais pas. Ben, pour les gens qui n'ont pas écouté la série, je pense que ça peut être intéressant, puis je vais te poser des sous-questions. Okay. Ben, écoute, je pense que tout a été répondu dans la série, mais d'abord, je vais y aller au hasard. Moi, je suis pas capable de faire des choix. Ah, ben vas-y, j'aime ça. C'est la première fois, c'est une première, Elisabeth. OK, je vais prendre... Attends, quelle est ta relation avec l'argent? Ma relation avec l'argent, c'est celle-là, je tellement donné, celle-là, je voulais pas. Ben, pas je voulais pas, là, mais dans le sens, je sais comme pas quoi répondre, dans le sens que j'ai pas de relation avec l'argent, mais je pense que cette réponse-là fait en sorte que j'ai une certaine relation avec l'argent, dans le sens que j'y pense pas tant parce que j'ai le luxe de pas me poser la question quand j'achète des trucs et je sais que j'ai pas besoin de grand-chose. Je sais pas si ça fait du sens. OK. J'ai comme expérimenté d'avoir beaucoup d'argent jeune, puis à un âge où je pensais que, tu sais, oh mon Dieu, si t'as un auto nice, t'es nice. C'était comme ça. Puis là, je me suis acheté un auto nice, puis après ça, j'étais comme, j'aime même pas ça, les autos. Fait que toutes ces réalisations-là, on dirait que je les ai eues vraiment jeunes, puis ça m'a désintéressée un peu de... Comme de vouloir plein d'affaires. Mais t'avais quel âge quand t'as commencé à faire des sous? Tu sais, que tu disais, OK, là, je peux m'offrir... 18. 18 ans, c'est très jeune. C'est très jeune. Est-ce que tu avais déjà eu une éducation financière à la maison? Vraiment beaucoup, en fait. Puis c'est pour ça, tu sais, dans la série, on dit, là, Elisabeth est vraiment cheap, puis toutes mes amis, ma famille, tout le monde rit de moi parce que je suis la personne cheap, mais... je suis comme... C'est parce que depuis que je suis jeune, mes parents avaient vraiment pas beaucoup d'argent, là, puis on était 3 sœurs, fait que c'était ça. Fait que ça a toujours été que comme si on allait au restaurant, on avait à chaque fois le speech de ma mère,
parce que mon père voulait nous donner beaucoup, mais ma mère savait qu'on n'avait pas d'argent, mais que mon père allait tout faire pour nous donner ce qu'on veut. Puis mon père, c'est vraiment un papa à ses filles. Fait que ma mère allait nous faire le speech en privé. Là, vous le savez, si vous prenez des jus, ça va coûter cher, puis on ne pourra plus aller au resto. Fait que là, prenez de l'eau, même si papa, il dit que vous avez le droit de prendre des jus, prenez de l'eau, parce que sinon, on ne pourra plus aller au restaurant. Fait que ça, je l'ai tellement entendu dans comme ma jeunesse, puis plein de petites affaires de même qui sont comme des détails, qu'on dirait que je me suis toujours conditionnée à faut faire attention à l'argent. Fait comme encore à ce jour, je commande encore de l'eau au restaurant avec l'arrière-pensée de ça va me coûter tellement plus cher si je prends un autre drink, puis en fait, j'aime ça, l'eau aussi, fait que whatever. Fait que c'est pas peut-être pas tant que peut-être que t'es chic, mais t'as vite été consciente que on peut avoir moins d'argent à un moment donné, puis il y a un impact aussi. Il faut faire attention. C'est ça. C'est précieux, l'argent, à quelque part. Est-ce que tu vois ça comme ça? Ouais, mais en même temps, j'ai pas la peur de plus en avoir. J'ai jamais ressenti la peur de pas en avoir parce que, encore là, je suis très chanceuse et fortunée dans le sens où si, mettons, demain matin, j'avais vraiment plus d'argent ou j'étais genre super endettée ou whatever, premièrement, je vais toujours avoir le sofa à mes parents. Fait que je vais toujours être correcte. Puis ça, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a. Là. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ça. Puis deuxièmement, je sais que je suis intelligente puis que je vais faire qu'est-ce qu'il faut pour comme me sortir de là. Tu sais, des bad luck, ça l'arrive. Fait qu'on dirait que j'ai vraiment confiance en moi par rapport à ça. Est-ce que, tu sais, comme tu as eu de l'argent jeune, puis on sait aussi quand on est jeune, on rêve d'un paquet d'affaires. Tu l'as dit, tu rêvais, quand je vais avoir une voiture, finalement, ça m'apporte pas tant de satisfaction, mais je pouvais me l'offrir. Ouais. Est-ce qu'on a voulu t'emprunter de l'argent? Est-ce que, tu sais, les gens autour de toi, est-ce que ça a été comme un fossé avec les autres? Ça, je pense pas, j'en ai déjà parlé, mais oui, j'ai déjà prêté de l'argent à des amis qui étaient dans le trouble ou whatever. Puis, pour vrai, je leur ferais plus, pas parce que, tu sais, puis cet argent-là, je l'ai jamais revu à ce jour. Tu prêtes de l'argent en disant ça va faire du bien à mon ami, puis après ça, ça vous éloigne parce que cette personne-là qui a besoin d'argent à la base, puis d'un tel, mettons, montant ou whatever, pour s'être rendu là, c'est que cette personne-là n'a pas des bonnes habitudes financières, puis c'est pas parce que tu lui donnes que ça va lui donner des bonnes habitudes financières. Puis après ça, ça crée une barrière entre vous deux parce que là, vous essayez de vous voir d'une façon amicale, mais cette personne-là, elle se sent mal. Elle sait qu'elle doit de l'argent. Elle sait qu'elle doit de l'argent puis qu'elle n'est pas capable de te le donner. Fait que finalement, il y a de moins en moins d'appels, de moins en moins de textes, blablabla. Puis finalement, tu te sépares puis tu parles juste plus à cette personne-là parce que je pense que cette personne-là se sent guilty un peu. Mais tu vois, Patrick Bruel, le chanteur et acteur français, est venu ici il n'y a pas longtemps. Puis je lui demandais ça, tu sais, par rapport à l'argent. Puis il disait... Tu sais quoi, quand tu as de l'argent et les gens veulent s'en emprunter, il dit il y a deux façons. Il dit soit que tu le donnes ou que tu dises non. Parce qu'il dit si tu le prêtes, tu perds des amis. Puis ce que tu me décris, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Ça crée un malaise. Ouais, ben moi, c'est ça, j'ai réalisé. Tu sais, puis pas juste une fois, là, comme ça m'est arrivé peut-être 3 bonnes fois que j'ai comme perdu des amis à cause de ça. Que c'est des amis perdus, pas en mode chicane, mais en mode, il y a clairement un malaise. Tu l'as dit, culpabilité, tu l'as dit. C'est ça, puis tu sais, je pense pas l'apporter parce que j'amène pas ça à la discussion, mais ça se ressent. Non, je peux imaginer. Mais en même temps, tu sais, comme dans ta famille, tu as envie de partager, parce que c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, quand on parle, tu vends, c'est-tu dans 81 pays, est-ce que je me trompe? Tes maillots de bain? Ouais. Dans 80, je veux juste que, tu sais, si les gens, il y en a qui te connaissent moins pour... Je veux dire, c'est une grosse entreprise que tu as, ton entreprise. Tu vends entre autres des maillots de bain. Maintenant, tu as aussi pour la peau, pour le bronzage. Puis tu en as pour les enfants. Puis tu en as pour les tailles plus. C'est ça, on a des vêtements, des sous-vêtements, des vêtements comme d'intérieur, mais tu as vraiment beaucoup de choses, tu as beaucoup de produits. Maintenant, on a beaucoup de produits, On a commencé avec juste maillot, là, mais... Puis l'entreprise est à Blainville. Ouais. Puis on voit que ton père et ta sœur la plus vieille gèrent l'entreprise avec toi. Ouais. Mais donc, tout le monde, à quelque part, parce que pour toi, c'est important que ce soit ta famille qui travaille avec toi? Parce que tu aurais pu, si tu avais voulu, j'imagine. Je me suis pas posé la question comme, tu sais, de cette façon-là. C'est arrivé naturellement. Okay. C'est comme, tu sais, on le voit aussi dans la série là, que ma mamie, tu sais, ça a toujours été une entreprise familiale. Toutes mes oncles, mes tantes. Ta mamie, qu'elle a tellement jeune. Toutes mes oncles, mes tantes, tout le monde a toujours... Mes parents travaillaient pour mes grands-parents. Ça a toujours été que toute la famille travaille pour mes grands-parents. Fait que j'ai grandi dans entreprise familiale. Fait que quand j'ai commencé un projet, c'est comme... Tout le monde s'est impliqué. Puis à la base, c'était même pas une façon impliquée en mode
papier, puis moi, je veux tel pourcentage. On parle jamais d'argent, même dans ma famille, de comme nos payes, genre, puis blablabla. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est juste qu'on fait un projet ensemble. Puis ça a toujours été ça. Puis, tu sais, en ce moment, tu sais, on en parlait tantôt, justement, ma soeur puis ma mère, ils ont leur compagnie que techniquement, cette compagnie-là est juste à eux. Mais est-ce que, genre, moi, mon père, ma petite sœur, nous, on s'implique full là-dedans. Ma petite sœur, elle a sa compagnie, puis on l'aide full. Tu sais, tout le monde s'aide dans chacun leur projet selon comme le moment. Puis en même temps, quand j'imagine, comme c'est ta famille, il y a un lien de confiance aussi. 100%. Puis ça, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai travaillé aussi sur des projets avec des gens qui n'étaient pas de ma famille. Puis, tu sais, ça m'a vraiment montré... Je l'entendais, mais de le vivre, c'est toujours différent, que je suis vraiment chanceuse que ce soit ma famille puis que je peux faire... Tu sais, je sais que mon père va pas passer dans mon dos pour me voler de l'argent, tu sais, versus d'autres... Des fois, quand tu travailles avec du monde qui ont aucun lien avec toi autre que le travail, ben c'est ça que ça peut faire, tu sais. Parce que, tu sais, c'est une jeune femme qui a quand même... qui a quand même déjà de l'argent. Est-ce que tu as des conseils financiers? Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est quelque chose auquel tu prends soin? Parce que c'est rare que je rencontre une jeune femme comme toi, tu sais, qui a réussi à 18 ans, tu sais. Oui, ben j'ai l'impression... C'est parce que j'aime pas être la personne mal placée qui donne des conseils à des gens sans l'avoir nécessairement vécu. J'ai l'impression que justement, ma vie d'adulte, je l'ai toujours vécue en manquant pas d'argent. Mais tu y fais attention. C'est ça, tu es consciente de ça. Oui, une chose qui est sûre, bien, premièrement, même dans l'entreprise, on n'a jamais fait des emprunts d'argent. Mon père m'a... Puis ça, je dis pas que c'est un bon conseil nécessairement parce que les gens qui ont des grosses entreprises souvent vont dire non, c'est bon d'emprunter, puis blabla. Mais des fois, pour extensionner, exact, pour avoir des opportunités. Ouais. Mais nous, je trouve qu'il faut toujours aussi faire le lien entre argent et stress. Je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui l'oublie aussi. Pour moi, emprunter de l'argent, c'était OK, c'est de l'argent, mais c'est du stress parce que là, tu dois des choses à quelqu'un. Je sais que je me sentirais pas bien là-dedans, fait que je le fais pas, tout simplement. Puis c'est la même chose dans ma vie personnelle. Mes dépenses vont toujours être inférieures à ce que je rapporte, mettons, si je peux dire. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que tu fais plus d'argent que tu dois en dépenser plus, nécessairement. Et je trouve que la sécurité financière ne vient pas avec un salaire, mais vient plutôt avec justement le fait de dépenser moins que de faire parce que, tu sais, j'en ai connu du monde vraiment très, très riche aussi qui sont soit dans d'autres industries ou whatever. Tu sais, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Puis il n'y a rien de plus stressé qu'un gars qui a une grosse maison, 2 bateaux, 3 autos, blablabla, de cette personne-là est stressée de comme, tu sais, toujours garder la barre haute, si on peut dire, versus... Garde un niveau de vie élevé qui coûte une fortune. C'est ça. Donc, c'est un gros niveau de vie, mais il faut que tu gagnes beaucoup. C'est ça. Puis des fois, il arrive quelque chose puis tu n'es pas capable de le soutenir. Exactement. Il y a un stress à soutenir ce niveau de vie-là. C'est ça, exact. C'est que plus que tu as de choses dans la vie, plus que tu as de choses que tu es stressé de perdre. Fait que, tu sais, moi, mettons, là, j'ai changé de maison, là, comme 3 ans, 4 ans. Je suis plus bonne dans les timelines, là, mais j'ai été plus petit parce que j'étais comme... OK, c'est beau, comme j'ai eu la grosse maison, mais pour moi, c'était juste plus de ménage, plus d'entretien, plus, tu sais, c'est juste plus compliqué. Fait que là, j'ai rétréci. Puis, tu sais, au début, justement, quand je visitais des maisons, c'était tout le temps des full grosses maisons, puis blablabla. Puis j'étais comme, j'ai vraiment pas besoin de ça. Fait que quand j'ai trouvé ma maison, je la trouve tellement parfaite en ce moment, tu sais, dans la grosseur que c'est. Je suis comme... Puis là, tout le monde me dit, tu pourrais avoir plus. Ouais, mais pourquoi? C'est comme, j'ai un sous-sol, là, j'y ai même pas fait, je l'utilise pas, puis je sais pas quoi faire avec. J'aime beaucoup t'entendre tes réflexions sur l'argent. Parce que l'éducation financière, c'est vraiment quelque chose qui manque. Tu sais, on n'a pas à l'école. Il faut que ça vienne de la famille ou encore de ce que tu as vécu. Ça laisse un empreinte, puis tu comprends que c'est pas tout non plus, l'argent. Oui, mais tu sais, je comprends ça, mais je suis consciente aussi que c'est facile à dire quand t'as pas de problème financier. Oui, c'est ça. Toi, tu dors bien, mais en même temps, tu as déjà vu tes parents avec des problèmes financiers. En fait, peut-être pas des problèmes financiers, mais qui devaient faire attention. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait des choix à faire. Mais comme la plupart des familles, tu sais, puis présentement, c'est difficile pour plusieurs familles avec la situation économique. Puis les gens ont de plus en plus de choix à faire. Mm-hmm. Mais ce que ça dit, c'est quand nos enfants vivent ça, mais peut-être qu'on les rend aussi conscients de que quand eux vont faire des sous, ben c'est précieux, ça. Ouais.
C'est aussi, tu sais, de pas avoir quelque chose que tu peux pas afford, puis de pas avoir peur de, tu sais, de bouger, d'être plus ou moins. Tu sais, dans la vie, souvent, on est stressé de diminuer. Ouais. Mais des fois, c'est nécessaire, puis c'est pas si grave que ça. Il faut tout le temps se souvenir à où est-ce qu'on était avant. On l'a déjà été à ce moment-là. Puis, tu sais, je dis ça parce que j'ai déjà eu une amie qui avait des gros problèmes financiers, puis je l'avais rencontrée avec son chum, puis tout ça. Puis, tu sais, elle mangeait au resto à tous les jours. Fait que, puis, tu sais, elle devait beaucoup d'argent, puis on était comme, mais tu peux pas manger au resto à tous les jours. Puis, elle nous avait répondu mot pour mot, ouais, mais j'ai toujours fait ça, je vais pas comme downgrade. Je vais pas diminuer ça, je vais pas revenir ailleurs. Mais c'est comme, t'as le choix, soit tu travailles plus ou soit tu dépenses moins, mais si ça marche, c'est comme, faut que ça balance ensemble. Fait que toi, dans le fond, t'es pas si stressé. Tu dis, je vais m'adapter. Tu continues à produire, tu continues à te mettre ça. Un jour, il y en a moins, puis t'en dépenseras moins. Ben c'est ça, c'est parce que, tu sais, aussi, justement, j'ai eu le luxe, tu sais, j'ai le luxe live que, tu sais, ben peut-être pas n'importe quoi, là, je suis pas Jeff Bezos non plus, mais tu sais, les choses, je fais plus d'argent que j'aurais voulu en faire, mettons. Fait que je pourrais avoir n'importe quoi que je veux, mais je le veux pas nécessairement parce que je vois pas l'intérêt. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ton avenir. Et celui de ta fille, ouais. Wolfie. Ouais. Elle a quel âge, là, Wolfie? Wolfie, elle a 4 ans. Elle vient juste d'avoir 4 ans. Ouais, ben, ça fait 2 mois que je dis elle vient juste d'avoir 4 ans. Fait que ça aussi, c'est quelque chose. Oui. Pour ta fille. Alors, la question que je choisis, on en parle depuis tantôt, puis je veux qu'on continue dans ce... Ah non, attends, je vais choisir celle-là, tiens. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Au regard des autres? Parce que t'es vu beaucoup, là. Oui. Tu sais, t'es là aussi pour être vu. Tu veux avoir des followers, tu veux avoir des likes, tu veux... Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Ouais. Ben, je vais commencer par dire que c'est une réponse que je pourrais répondre quelque chose en ce moment, puis la semaine prochaine, on me poserait la même question, puis ce serait une autre réponse. Ben oui, mais c'est correct. Je trouve que c'est comme quelque chose d'un peu instable dans un sens. Mais je dirais que c'est vraiment tricky parce que je pense que je suis très ironique dans tout ça parce que ce que je fais, je le fais parce que je care peut-être pas assez de ce que le monde pense. Tu sais, comme j'ai pas de filtre, si je dis de quoi que le monde aime pas, je suis comme, ben, aime-moi pas, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis j'ai eu cette conversation-là, en fait, semaine passée avec une de mes amies, ben justement, avec la famille Eros, je salue Joanie et son chum et tout. On a eu cette discussion-là avec elle puis son chum sur le fait que, tu sais, lui, peut-être, il accordait plus d'importance à ce que le monde pensait. Donc, ça allait peut-être plus le fermer à se montrer au public versus moi et Joanie, on s'en fout de ce que le monde pense de nous. Fait Joanie, il faut dire aussi qu'elle anime Sexe oral avec Lisanne Nadeau. Exact. C'est un très bon podcast, d'ailleurs. Vraiment, vraiment. Je les aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi et Joanie, on était vraiment en mode comme, nous, on s'en fout de ce que le monde y pense de nous. Genre, c'est pour ça qu'on dit n'importe quoi sur Internet, puis blablabla. Fait que je trouve que c'est comme ironique à dire, mais quand on l'observe de l'extérieur, puis qu'on parle aussi avec du monde de pourquoi que eux sont moins à l'aise de se montrer, puis tout, on se rend compte que c'est parce qu'on care plus ou c'est parce qu'on care moins. Il y a une certaine balance à travers tout ça qui est comme bizarre, mais c'est sûr que le côté attention, on aime ça, puis ça nous dérange pas. Il y a personne qui est dans les médias parce qu'il aime pas l'attention. Ce serait comme hypocrite de le dire. Fait que c'est une question complexe, une réponse complexe. Ouais, mais oui, puis en même temps, ben, tu provoques des réactions aussi. Ouais. Est-ce que tu as toujours été consciente de l'impact que tu avais chez ceux et celles qui te suivent? Toujours. Oui, parce que tu as commencé jeune, là. Je pense que oui, toujours. Parce que justement, tu sais, en fait, moi, j'étais full skinny shame quand j'étais jeune, là, comme trop maigre, planche de plywood, blablabla. Ça l'avait toujours été ça. Puis quand j'avais commencé les réseaux, puis OAKA en tant que tel, ça a toujours commencé avec Body Diversity. Alors que, tu sais, si on se rappelle... La diversité corporelle. Oui, diversité corporelle. Si on se rappelle, dans ce temps-là, là, on parle de là, comme 9 ans, c'était pas quelque chose que les compagnies faisaient. Attends, est-ce que tu avais l'impression, toi, quand tu disais que tu étais plus petite, puis dans le fond, tu disais que tu n'avais pas de sein, c'est ça? C'était ça? Ben... Non, mais en fait, je le dis parce que à ce moment, genre, dans ma jeunesse, je m'étais toujours fait dire ça. Puis là, rendue plus vieille,
parce que, tu sais, les filles, souvent, vont avoir des seins, mettons, à 14 ans, Ouais. genre, puis blablabla. Puis moi, tu sais, rien pantoute, là, tu sais. Mais est-ce que ça, pour toi, c'était une diversité corporelle à l'époque? Est-ce que tu disais, je fais partie de la diversité corporelle parce que je suis pas dans un standard qu'on voit? Je pense que tout le monde fait partie de la diversité Moi, corporelle. j'aime ça t'entendre dire ça parce que souvent, ça va être des gens plus comme moi qui sont enrobés. On va dire ça, c'est la diversité. Ouais. Mais alors que la diversité, moi, j'ai des femmes tellement qui m'ont écrit, là, Ouais. Elisabeth dit, mais pourquoi moi, là, qui ne fit pas non plus parce que justement, j'ai pas de sein, je suis petit. Il y en a, là, c'est des complexes. Ça dépend. Il y en a qui vont être bien fiers de ça, mais qui se sentent différentes. Puis disent, ben, moi, il n'y a personne qui parle de moi. Ou il y a une femme qui m'a écrit un jour. Elle dit, moi, je mesure 6 pieds 3. Ma vie est difficile et personne parle de ça. Mais elle se sentait aussi dans une diversité corporelle à ce moment-là. Ça y appartenait, mais c'est de ça que tu parles. Je trouve ça intéressant. Donc, tu t'incluais là-dedans. Je m'inclus là-dedans, puis j'inclus vraiment tout le monde. Là. Tu peux être une mannequin internationale, blablabla. Tu fais aussi partie... je vois pas comment quelqu'un peut être exclu de ça. Là. Je le vois juste pas. Est-ce que les défis sont les mêmes pour tout le monde? Absolument pas. Mm-hmm. Il y a des défis vraiment différents. Il y a des avantages et des désavantages un peu à littéralement tout le monde. Puis je suis consciente qu'il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile, puis c'est presque handicapant. Là. J'écoute beaucoup justement de podcasts par rapport à ça et tout. Puis quelque chose que j'ai réalisé, par exemple, à travers les années, parce que souvent on fait des photoshoots, puis on a beaucoup de filles, puis on parle avec eux, ou on fait, des fois c'est aussi filmé, puis on a des entrevues avec eux, puis tout ça. Puis personnellement, j'ai trouvé, puis là, c'est dans un contexte de photoshoot, fait que ça représente pas nécessairement la vraie vie, mais dans un contexte de photoshoot, j'ai trouvé que souvent les filles qui correspondent le plus aux standards, ça va être les plus insécures, que les filles qui vont correspondre le moins aux standards sont tellement comme contentes d'être là, puis tout ça. Puis ça paraît vraiment beaucoup. Puis tu sais, en 9 ans, ça a toujours été ça, là, à chaque photoshoot. Plus que la fille correspond au standard, plus qu'on dirait qu'elle se donne la pression d'y correspondre, puis ses angles de photo, puis là, sont plus stressés. Je veux voir Ils sont moins avant, dans le plaisir. Exact, sont vraiment moins dans le plaisir versus les filles qui arrivent puis qui sont comme ouais, moi je veux montrer à tout le monde, genre non. Fait que c'est... Ouais, puis en même temps, ces filles-là parlent à des gens, à d'autres femmes souvent qui sont moins représentées. Ouais. Donc, il y a comme une fierté d'être associée de faire partie de celles qui ouvre la porte à d'autres. Exact. Fait que, tu sais, c'est cool aussi de donner le micro à ces personnes-là, là, parce que, tu sais, à la fin de la journée, le monde vient de voir un show, mais tu peux comme donner le micro à tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de... ça se complète, mon compte personnel qui est vraiment juste moi, que je sais que ça attire l'attention parce que je vais faire partie plus des standards. Tu sais, ça attire l'attention justement des gens qui sont attirés par les standards, mais là, je vais publier, mais ce sera pas par rapport à juste moi, ça va être aussi de donner le micro à d'autres personnes à travers les comptes de OAKA que je vais republier aussi sur mon compte. OAKA, c'est le nom de ton entreprise. Oui, exact. Mais est-ce que pour toi, maintenant, tu es bien dans ton corps? Je suis pas bien dans mon corps, mais je suis bien avec le fait de pas être bien dans mon corps. C'est ça que j'ai appris là aussi en vieillissant. Puis justement, j'ai la chance de faire ça puis de parler beaucoup de diversité corporelle. Puis ça m'a fait tellement rencontrer plein de monde de toutes les sortes qui ont parlé de ce sujet-là. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que cette quête-là de vouloir être bien dans son corps, c'est complètement ridicule. Tu dois vouloir être bien avec le fait que tu seras jamais parfaitement bien dans ton corps. Puis à partir du moment que tu acceptes tes défauts, je trouve que c'est là que c'est le plus facile. Je sais pas si ça fait du sens un peu qu'est-ce que je dis. Mais... Absolument. Mais ouais, fait que je dirais pas que je suis bien, mais je suis, en anglais, on dit confidently insecure. T'es comme une insécure confiante. C'est comme tu vis avec cette insécurité-là. Mais c'est parce que tu voudrais changer quelque chose? C'est à l'intérieur que t'es moins bien? C'est à l'extérieur, à l'intérieur? Je pense pas à l'intérieur nécessairement. Donc, c'est plus à l'extérieur. Ouais, plus à l'extérieur, mais est-ce que je le changerais? Non. Fait que t'as fait la paix avec. C'est ça. Puis s'il y a de quoi que je veux changer, je vais juste le faire, là, en fait. Là. C'est comme... Si je veux réellement changer quelque chose. Mais tu sais, il y a des... Tu sais, exemple, j'aimerais bien ça avoir des seins, là. Puis comme, je pourrais le changer. Mais est-ce que je le veux à ce point-là? Pas vraiment. Tu sais, admettons, avoir du plastique dans mon corps, ça me fait peur aussi, là. C'est comme... Fait que personnellement... Ça, tu y as pensé?
Est-ce que j'y ai déjà pensé? Ben oui. Tu y as là. pensé, c'est ça. Mais tu sais que Ben tu oui. pourrais. Donc, le savoir aussi qu'on peut le faire, ça change la donne. C'est que... Ben oui, 100%. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus. Mais, ouais, j'ai pas... ça m'a jamais donné... C'est les problèmes de santé reliés à ça m'attire pas, mettons. Es-tu hypochondriaque, toi? As-tu peur des maladies? Avant, non, là, mais depuis que j'ai un enfant, plus. On dirait, là, j'ai peur, je suis comme... Elle a juste moi, fait que je fais plus attention, mettons que... Avant, j'étais très... s'il faut que je saute en parachute, je vais sauter en parachute. Maintenant, je suis moins game qu'avant. Oui, parce que ta petite cocotte qui est là. Ouais. Niveau jaune, Elisabeth. Alors, tu les brasses et tu m'en donnes 4. Parfait. Ça va être encore la même chose au niveau jaune. Tu en choisis une et j'en choisis une. Parfait. Hein, à date, ça va bien. Ça va ça bien. va Moi, bien. j'adore. Mais, tu sais, parce que moi, je suis bien préoccupée par l'éducation financière. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, avoir ça quand j'étais jeune, une éducation financière pour être moins légère avec l'argent les premières années, quand j'étais dans vingtaine. Ben moi, j'ai été chanceuse aussi parce que j'ai eu les deux. Mes grands-parents avaient beaucoup d'argent. Ils nous en donnaient pas. Là. Ça, c'est quelque chose que le monde se dit, ben ta mamie est riche, c'est pour ça que tu as ta compagnie. Je suis comme, ma mamie, le plus bel héritage qu'elle m'a donné, c'est pas son argent, c'est justement son éducation financière, puis son côté entrepreneur, full féministe, puis tout ça. Mais son argent, j'ai pas vu encore dans mon portefeuille aucune de l'argent de ma grand-mère. C'est pas elle t'a encore transmis arrivé. autre chose. Elle t'a transmis des connaissances. Autre chose. Puis, tu sais, je pense que ça aussi, le monde l'oublie beaucoup. Je suis comme, arrêtez de parler de l'argent que ma mamie a là. Parlez donc de l'intelligence que ma mamie a là. C'est comme, me semble, ça a le plus de valeur. C'est plus important. Oui, on la voit, ta mamie, dans ta série. Puis, c'est ça, elle parle des femmes. On la sent. Elle te conseille, là. Ça, vous avez une belle relation, là, ta mamie, là. Oui, vraiment. Ça, elle comprend qui tu es, elle comprend la fibre entrepreneuriale. Ouais. Elle doit se reconnaître en toi. Ben vraiment beaucoup parce que ma mamie veut pas. Tu sais, on dit dans la série, elle a des compagnies en construction et tout, mais il faut pas oublier qu'elle a des compagnies de construction qu'elle a parties dans les années 80. Là, tu sais, ça, c'est pas... je veux dire, les années 80 pour une femme en entrepreneuriat et en plus en construction, tu sais, il faut que tu aies du caractère. Ma mamie, elle rentre dans une pièce puis c'est elle qui est en charge de tout. Là, tu sais, elle a énormément de caractère. Puis, tu sais, justement, moi, quand j'ai grandi, ma mamie, elle me le disait, tu sais, le monde, il pense que parce qu'on est des filles, on n'est pas capable, mais, tu sais, soit tu pleures dans ta chambre parce que le monde pense que t'es pas capable, ou soit tu utilises ça à ton avantage, puis, tu sais, tu passes à travers. Tu sais, parce qu'il y a tout le temps moyen de le mettre à notre avantage aussi. Fait que t'es féministe? Ben, je pense que oui, là. Ben, ce que tu viens de dire, c'est ça qu'elle t'a montré. Ouais, en tant que femme, 100%. tout est possible. Ouais. C'est que tu t'éteins pas parce que tu es une femme, puis ça, tu trouves le chemin qui te convient, mais tu t'avances. C'est ce qu'elle Exact. dit. Alors, voici les 4 questions. Qu'est-ce que ta fille t'apporte au quotidien? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui te manque? As-tu l'impression que tout se passe en accéléré dans ta vie? OK, attends. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? De tes parents qui te manquent. As-tu l'impression que ta vie se passe en accéléré? Qu'est-ce qui te rend vulnérable et qu'est-ce que ta fille t'apporte au quotidien? My God. On dirait que ceux-là sont plus tricky. Bien, c'est ça, on change de couleur. Oui, on change de couleur. Oui. Mais tu sais, je veux dire, celle-là, elle serait quand même facile à répondre. Fait que je suis comme, j'y vais-tu dans un défi ou j'y vais dans le facile à répondre? C'est ça ma plus grande question. Je pense que je vais y aller dans le facile à répondre pour que tu puisses me choisir un défi. Parfait. Alors, qu'est-ce que ta fille t'apporte au quotidien? Qu'est-ce que ma fille m'apporte? Ben, ma fille m'apporte énormément au quotidien. Je pense qu'elle m'apporte tu sais, comme, ben, tu sais, je le disais un peu tantôt, là, une importance de vivre. On dirait que, tu sais, on essaie tout le temps de trouver notre place, puis pourquoi on est ici, puis tout ça. Oui, ça donne un sens à ta vie. Oui, 100%, ça donne vraiment un sens parce que, tu sais, quand j'ai commencé mes compagnies jeunes, puis tout, mon sens, ça a toujours été le travail. Puis un moment donné, j'avais atteint on a parlé de ça aussi, j'ai fait plus d'argent que qu'est-ce que je m'attendais. Ma compagnie est plus grosse que qu'est-ce que je m'attendais. Tu sais, j'ai comme dépassé mes buts pour ça. Fait qu'après ça, j'ai eu une période plus sombre, mettons, où que je savais plus ce que je voulais dans la vie. Puis là, j'étais comme, OK. Puis ma fille, tu sais, je l'ai vraiment beaucoup voulu. Puis maintenant qu'elle est là, je me pose jamais la question de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. C'est juste logique pour moi que je suis là pour que ma fille soit bien. T'avais quel âge quand t'as eu ta fille? 23.
23 ans. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu te chérissais avoir un enfant? Est-ce que tu te voyais maman depuis longtemps? Ouais, dans le fond, moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai jamais été full party. J'étais pas la personne la plus sociale puis tout ça. Puis quand j'étais jeune, mon rêve, c'était j'ai hâte d'avoir 18 ans parce qu'à 18 ans, je vais pouvoir avoir un enfant. Puis moi, c'était vraiment ça. Là. C'était pas 18 ans, je peux aller boire de l'alcool un bar. Puis rendu à 18 ans, j'étais comme prête, mais tu sais, j'étais pas avec la bonne personne. Puis je veux dire, j'avais pas les talks avec cette personne-là. Tu sais. Il manque ça, mettons. Puis je me souviens que quand j'essayais d'avoir ma fille, tu sais, on a essayé quand même longtemps aussi. Je me sentais vieille à ce moment-là. Je me souviens de moi pendant peut-être 2-3 ans. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis rendue vieille pour avoir un enfant. Je voulais être une jeune mère. Je voulais avoir 4 enfants. Maintenant que j'y pense, je suis comme. Mais moi, je suis le genre de personne qui, à 21 ans, à 21 ans, je commençais à avoir le discours, je suis vieille. Ben, demande-moi pas pourquoi, parce que maintenant, j'ai 27 ans, puis je dirais pas ça. Mais à cet âge-là, je disais ça, puis je le pensais. T'étais pressée, toi, de vivre. T'étais pressée de vivre des choses. Oui, là. exact. Puis je voulais vraiment ma famille. Je voulais 4 enfants, puis tout ça. Je voulais avoir le temps de voyager avec eux. Je voulais qu'ils soient adolescents, puis que je sois encore jeune. C'était comme, tu sais, tout mon plan, il était là, mettons. Puis là, tu sais, on s'entend, j'ai eu ma fille, puis après ça, ben ça n'a pas fonctionné avec le papa de mon enfant. Et là, je me retrouve comme tout seul avec ma fille. Fait que, est-ce que je veux encore 4 enfants? Je sais pas. Tu sais, j'ai plus de plan, là, maintenant. Je suis très... j'ai plus de plan. Je me stresse plus avec ça. Je sais pas si tu veux aller là, mais je vais te dire pourquoi. Bon, le papa de ta fille, ça a été public. Il y a eu de la violence conjugale dans ton histoire. Ça a été judiciarisé. Il a eu une sentence, donc il a fait de la prison. Je veux te dire que de l'autre côté, moi, j'ai des filles qui t'ont toujours suivi, qui t'ont suivi. En tout cas, il y en a une qui est plus jeune, mais celle qui a ton âge, elle t'a suivi. Puis je me souviens quand c'est arrivé pour les filles chez nous, c'était une grande discussion pour les amis des filles. Et c'est de même, moi, que j'ai appris à te connaître vraiment. Et elle parlait de toi, puis je suis sûre que c'est comme ça pour ceux qui te suivent, comme si on te connaissait. Tu comprends? Elisabeth a vécu ça. Elisabeth, puis, tu sais, je me suis demandé, je dis, mais c'est qui votre amie Elisabeth? Mais elle dit, Elisabeth Rioux. OK, c'est une amie, mais c'est pas, tu sais, vous la connaissez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être jeune comme tu l'étais déjà à l'époque. Tu sais, tu étais encore jeune, mais tu étais encore plus. Il y a eu comme quand même des lumières qui se sont allumées, que ça peut arriver quand on est jeune. Que la violence peut s'installer dans une relation qui a l'air harmonieuse de l'extérieur. Qu'on ça a toujours l'air harmonieux de l'extérieur. Exactement. En fait. Et je trouvais que le fait que tu partages, parce que ça a été très courageux de ta part de le partager sur la place publique comme tu l'as fait. C'était pas choisi à la base, mettons, mais c'était... C'était pas ton choix, là, le partager? C'était pas mon... au début, tu sais, je veux dire, au moment où tout a comme déboulé, je dirais déboulé à partir de... quand la police a été impliquée, mettons, puis qu'il pouvait plus voir sa fille, puis tout, il y a quand même eu un long moment où mon ex disait des trucs sur moi en ligne, un peu à la... que je le laissais pas voir son enfant, des affaires là même. Puis là, le monde était vraiment contre moi. Puis finalement, après, je pense que ça a été comme 2-3 mois, il a comme fait une publication qui disait en bref là, on n'était plus ensemble parce que je l'ai trompé. Ce qui fait vraiment pas de sens parce que le moment où on s'est comme séparés, mon bébé avait 2 mois. Tu sais, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire de ça? Puis là, à ce moment-là, ça m'a comme vraiment... Là, je me faisais vraiment envoyer chier par toute la planète Terre. Parce que là, j'étais celle qui a... Donc, ceux qui te suivaient, là, c'était comme... Ils s'éloignaient de toi, là. Ben, tu sais, t'étais pas du bon bord. J'étais la fille que j'enlève le père de son enfant parce que je l'ai trompé. Tu sais, c'était ça. Fait que là, à ce moment-là, ben, ça a comme explosé. Puis là, je l'ai dit... T'as eu besoin de dire la vérité. Ouais, puis aussi, c'est parce qu'on m'avait déjà dit, tu sais, vu que les procédures étaient commencées, puis tout, on m'avait déjà dit, à partir du moment où, tu sais, il va y avoir les tribunaux, puis tout ça, ça va être public, ça n'a pas le choix. Fait que je savais que ça allait venir au public à un moment donné, mais là, ça a comme explosé à ce moment-là parce que j'étais comme, hey, je vais pas être en plus de ça la fille qui a trompé. Là. C'est parce qu'il savait que je pense, là, il savait que je voulais pas le dire. Fait qu'il utilisait un peu ça contre moi pour continuer. Parce que, tu sais, violence, il y a physique, mais il y a psychologique aussi. Là. Puis c'était comme une forme de pouvoir qu'il y avait sur moi, mettons, à ce moment-là. Dans quel état t'étais à ce moment-là, psychologiquement? Au moment où que lui disait que j'avais trompé? Ou... Ben, je veux dire, quand c'est arrivé, tu sais, quand avant la séparation, quand il y a eu
justement, quand la violence était là, tu étais toute jeune, tu avais un bébé de 2 mois, tu sais, un postpartum qu'on vit. Tu sais, je peux imaginer tout ce que tu vivais en même temps, ton rêve d'avoir un enfant. Oui, ben c'est ça. Tout a commencé, en fait, quand je suis tombée enceinte, parce qu'avant ça, il n'y a vraiment rien eu. Jamais, pas de signe ou de rien pantoute. Puis à partir du moment que j'ai été enceinte, je te dirais, la première fois, c'était peut-être 2 jours après y avoir dit que j'étais enceinte. Puis c'était comme vraiment choquant. Ma première réaction, c'est... en fait, c'est que l'histoire est un peu compliquée. Puis, je sais, il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu dis, peut-être. Oui, mais c'est aussi... tu sais, c'est nono à dire. Ben, c'est pas nono à dire, en fait. Là, c'est juste vrai. C'est que, tu sais, j'ai fait de la thérapie puis tout, puis j'ai beaucoup de blanc de mémoire. De comme... Ah oui, je comprends. OK. Comme, mettons, le monde me demande « Ah, c'était comment d'être enceinte? » Je suis comme « Je m'en rappelle pas. Je sais pas. » Ça, tu t'en rappelles pas? C'est tout ça qui a bloqué ça? Ben, I guess que oui, là, mais comme... c'est toute une période, comme... J'essaie de raconter l'histoire, puis il y a plein d'affaires que je me rappelle pas. Fait que, tu sais... Oui, j'ai été enceinte de ma fille, mais comme... Tu sais, le monde... Ah, c'était-tu... Tu sais, il me pose des questions sur toute le pregnancy, puis je suis comme, je sais pas. Sur la maternité, sur quand t'es enceinte. Et tu t'en souviens pas de ça? Ben, comme, oui, tu sais, je me souviens pas... Je suis même pas capable de l'expliquer, comme... Mais c'est comme si ta mémoire a bloqué quelque chose qui était peut-être en souffrance aussi à ce moment-là. Si tu dis que lui a changé au moment où tu as annoncé que tu étais enceinte, il y a quelque chose qui a changé dans ta relation aussi? Ouais, dans la relation aussi, mais comme... Tu sais, c'est parce que je pense aussi quelque chose... Mais on l'a dit on l'a dit vaguement là, sur les réseaux, ça n'a jamais été super clair, mais comme... Au début, c'est qu'il y avait aussi... Il était aussi allé à l'hôpital de Saint-Jérôme, hôpital psychiatrique, pendant comme 1 mois à peu près. Puis comme on était là à tous les jours, puis... Tu sais, moi, avant ça, ben moi, c'était comme, OK, je le laisse. Tu sais, le gars, il est violent, je le laisse. Puis après ça, j'étais comme, ah, mais c'est pas de sa faute. C'est une condition. Mm-hmm. Fait qu'il y avait beaucoup de comme, ah, faut que j'essaie d'arranger ça. Tu sais, les docteurs me disaient, s'il prend des médicaments, tu sais, il va redevenir normal, puis ça va être correct. Puis c'est comme, tu sais, à partir de ce moment-là, moi, c'était, OK, je vais tout faire pour sauver la famille. Puis tu sais, mettons côté réseaux sociaux, le monde, quand que ça l'a sorti, était genre « Ah, mais pourquoi tu faisais semblant que ton couple allait bien pendant cette période-là? » Puis je suis comme... C'est pas une question de réseau, c'est pas une question d'être fixe sur les réseaux, c'est... Même mes parents le savaient pas, mes amis, il y a personne qui le savait, même pas une de mes amies. Personne je vais te poser une question, parce que comme on est là-dedans, puis je pense que ça peut aider du monde. Parce que ici, le podcast Ouvre ton jeu, tu savais tous les messages qu'on reçoit, parce que justement, l'expérience de vie... Des fois, nous fait comprendre l'expérience des autres. Ouais. Pourquoi tu le disais pas? Est-ce que tu avais honte? Non, parce que, en fait, je voulais pas que le monde l'aime plus. Parce que je me disais... C'était pour le protéger, lui. Alors, toi, tu t'es oublié, à quelque part, là-dedans. Ben, tu sais, moi, c'était le père de ma fille. Là. J'étais comme... Je veux pas qu'après ça, mes amis... Tu sais, je veux pas que tout le monde se mette contre lui. Là. Je sais c'est quoi aussi quand que... D'avoir ta famille puis tes amis qui aiment tout pas ton chum. Là. Puis là, tu sais, pour moi, c'était l'amour de ma vie, que j'allais être avec toute ma vie. Je voulais pas que mes parents l'aiment plus. Je voulais pas que mes amis l'aiment plus. Puis ça, anyway, j'allais pas le dire sur les réseaux. Qui prenait soin de toi? À ce moment-là, ben c'était moi. Là. C'était pendant la COVID aussi. Fait que, tu sais, on n'avait pas de... On était tous à la maison. Là. Fait qu'il y avait personne qui prenait soin de toi. Il prenait pas soin de toi. Ben, je dis comme... C'est tough parce que c'est un peu vague dans ma tête, mais prendre soin de moi de cette façon-là, non, parce que j'ai pas non plus donné l'occasion à personne, parce qu'il y a personne qui le savait. Puis il y a personne qui s'en doutait non plus. Mais ça, c'est le premier réflexe, je pense, que beaucoup de femmes ont. De protéger et de rien dire. Si c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais fait pareil? De la même façon? Ouais. C'est la première fois que j'ai cette question-là. Je me suis jamais posé la question. Je sais pas. Je me rappelle même pas. Mais pendant ta grossesse, ça veut dire que tu as porté beaucoup de choses, là. Ouais. C'est que tu faisais attention aussi à l'autre. Puis j'imagine, quand on fait attention à l'autre de cette façon-là, on s'exprime pas autant qu'on s'exprimerait.
que tu t'aurais exprimé, tu devais faire un peu attention. Ah, je marchais sur des œufs. C'est ça, tu voulais pas déclencher rien. Non, ouais, c'est ça. Je marchais tout le temps. Tu sais, il y a la série Made sur Netflix. Oui. Puis, mettons, comme un truc qui m'avait, genre, vraiment plus interpellée, mettons, c'est genre... Voyons. Je sais même pas pourquoi je parle aujourd'hui. En tout cas, un truc qui m'avait plus interpellée, c'est je pense que la seule scène abstraite de la série au complet, c'est quand on la voit dans son sofa, puis il y a comme un trou qui se creuse, genre. En tout cas, je sais pas s'il y en a. Mais ça, j'étais comme, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça que tu te sens, genre, t'es dans un trou, puis c'est tout le temps de plus en plus creux, puis tu dis rien, genre, mais tout continue. Mais tu disparais en même temps. Ouais, tu disparais comme, je pensais plus rien, genre. Tu sais, je me souviens aussi, mettons, après ça, je parlais beaucoup sur Instagram, puis tout du fait, j'étais beaucoup confus aussi par rapport à qu'est-ce qui était causé par la grossesse versus qu'est-ce qui était causé par ça. Puis ça, encore à ce jour, ça me confuse beaucoup parce que je me souviens, à ce moment-là, je savais plus comment m'habiller, je savais pas ce que j'aimais, comme du tout. Puis moi, j'étais sûre que c'était comme, quand tu deviens maman, tu veux plus mettre les trucs que tu mettais avant. Puis comme, il y avait beaucoup de trucs que je mettais à devenir maman. Puis justement, en écoutant des séries, puis en écoutant des professionnels qui parlent de ça, puis j'étais comme, mais peut-être que c'était pour ça que comme, j'aimais plus rien. Genre, tu me demandais ma couleur préférée. Puis même encore à ce jour, il y a beaucoup de choses que quand tu me le demandes, je suis comme, je sais pas. Fait qu'on dirait ça... de comme t'oublier. Là. En tout cas, cette série-là. C'est une période traumatisante, en tout cas, que tu as vécue. Oui, probablement. Mais surtout, en plus, en pandémie, il faut quand même le dire, là. Oui. On était tous déjà un peu dérangés par ça. Mm-hmm. Alors, tu es dans un milieu clos, tu vis quelque chose d'exceptionnel, de grand pour toi, qui est la grossesse. Mm-hmm. Et en même temps, tu apprends qu'il faut que tu fasses attention pour pas rien déclencher dans ta relation amoureuse. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup de choses en même temps. Mm-hmm. Et quand tu as décidé d'en parler, est-ce que pour toi, ça t'a quand même libéré de le dire haut et fort, même si t'as comme pas eu le choix pour rectifier le tir, pour dire la vérité? Oui, on dirait que ça m'a libéré par rapport aux autres, mais par rapport à lui, mettons, moi, ça m'a fait peur. Puis c'est pour ça aussi, après ça, tu sais, je suis partie du pays, en fait. Ouais. Je suis partie vivre au Mexique puis au Costa Rica pendant... plusieurs mois, là, presque. Parce que lui, il pouvait pas sortir du pays à ce moment-là. Non, c'est ça. Fait que au moins, ça me faisait sentir plus en sécurité. Puis, tu sais, c'est parce qu'aussi, avec la COVID, je pouvais plus... tu sais, ça, c'était une autre affaire, là, vu que c'était la COVID. Lui, il était comme chez moi à ce moment-là. Fait que là, il y a eu, tu sais, des moments, mettons, de violence plus intenses. Fait que là, il fallait que j'aille, mettons, chez une amie. Puis après ça, le monde... mais c'est la COVID, genre, tu t'en fous. Puis là, tu sais, j'étais beaucoup target là, dans le temps de la COVID, comme quoi je m'en foutais de la COVID, mais parce que j'avais été habitée chez une amie 2 semaines, puis après ça, elle pouvait plus me prendre. Fait que j'étais allée chez ma soeur 1 semaine, puis là, tu sais, c'était au moment où tout le monde était confiné. Puis moi, je le disais pas là, que c'était à cause de ça, mais tu sais, dans le fond, c'est la police qui m'envoyait d'une place à l'autre un peu. Mais en tout cas, fait que ça a été une période tellement d'affaires en même temps que je comme... genre, je m'en rappelle. As-tu eu peur de mourir? Oui, 100%. Mais tu sais, ça, encore là, ça fait partie des choses que je me rappelle pas de comment ça se... En fait, je me souviens des trucs concrets, mais je me souviens pas du pas concret. Je me souviens plus de comment ça se ressent, mettons. Je sais pas si ça fait du sens, là. Ben oui, mais c'est parce que je suis pas psychologue, là, Elisabeth, mais tu sais, il y a des traumas, des chocs traumatiques, des chocs post-traumatiques, c'est-à-dire le corps se protège, l'esprit se protège parce qu'il y a trop de souffrance si on retourne là. Mais moi, je sais qu'après qu'il y ait comme ça, j'ai eu un genre de 1 an où que je me sentais comme vraiment bien. Puis pour vrai, je pensais jamais à ça, comme jamais. Puis un moment donné, quand il y a eu la sentence, dans le fond, j'ai été malade pendant comme 4 mois, mais comme vraiment beaucoup malade. Là. J'étais dans mon lit, je ne pouvais pas aller travailler. T'sais, des fois, 1 fois ou 3 jours, j'allais me sentir un petit peu mieux, j'allais aller travailler. Puis j'étais tellement malade que j'arrêtais pas d'aller au docteur puis faire test général, test de ci. Puis j'essayais de trouver c'était quoi, mais il n'y avait jamais rien. Puis finalement, j'ai été à un docteur à un moment donné qu'elle m'a reconnue, puis elle m'a dit
Mais tu sais que ça, c'est peut-être juste ton corps qui évacue comme les traumas parce que moi, je pleurais pas à ce moment-là. Je pleurais jamais. J'étais comme... Je faisais tout le temps semblant que tout allait bien. Fait que c'était comme si, au moment qu'il y a eu la sentence, c'était comme... Ton corps peut être malade de ça. Fait que... Puis ça, je trouve ça important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui comprennent pas ça, là. Puis ça peut être pour des petites affaires. J'ai vécu un break-up difficile cet été. Pas difficile comme l'autre, là, mais break-up difficile. Puis moi, tu sais, ma semaine, ma période, je la suis vraiment beaucoup. Puis je suis tout le temps top sur le même jour. Comme ça dépasse dans jamais ton cycle menstruel. Cycle menstruel, tout le temps la même journée. Puis à ce moment-là, j'ai eu un break-up qui était vraiment stressant. Puis j'ai été comme en retard de 3 semaines. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr que je suis enceinte. Puis là, je capotais, puis j'allais full lire, genre, les trucs. Puis il disait, tu sais, comme, si tu vis un gros stress, ça peut bouger comme ton cycle, puis tout ça. Puis j'étais comme, my God, genre, voir qu'on laisse des hommes faire, tu sais, avoir une incidence sur notre santé parce qu'on se rend pas compte à quel point la tête puis le corps sont connectés. Tu sais, d'avoir de la peine, ça nous rend pas en santé, là. Tu sais, c'est comme... En tout cas, fait que mais parce que ton corps aussi la portait, tu sais, c'est pas une peine d'une journée, là. Oui. Parce que t'as eu peur aussi, là. Oui. Tu sais, t'as peur, t'avais déjà ton enfant à ce moment-là, ça a commencé pendant la grossesse, mais tu dis, tu sais, ta petite était déjà là, donc t'as la peur pour ton enfant, j'imagine aussi, qui s'accumule. Tu sais, quand on a peur pour notre vie, pour la vie de quelqu'un d'autre, on peut imaginer. C'est pas juste avoir peur de je sais pas, là, tu sais, en auto, des fois, on va mettre les freins secs, puis on a peur de... Mais là, quand on est dans un état de survie... Oui, tout le temps en survie, oui. Ça, c'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement aussi. Ouais. Et tu l'as vécu dans une longue partie en silence, donc ça restait dans ton corps. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu beaucoup de témoignages de femmes qui ont vécu de la violence une fois que tu en as parlé publiquement? Oui, puis j'en ai eu vraiment beaucoup, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, puis que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis tu sais, je suis pas professionnelle ou scientifique, mais tu l'as vécu en tout cas. Oui, j'ai fait des tables rondes avec des femmes qui avaient vécu de la violence, puis il y en avait qui avaient vécu de la violence seulement psychologique, puis d'autres qui avaient eu la violence physique aussi. Et quelque chose que je trouve qui a ressorti, mais que j'avais jamais comme entendu ça ailleurs avant, c'est que les femmes qui avaient vécu de la violence physique, c'était plus facile pour eux de passer à autre chose après. Tu sais, comme quand la tempête est finie, de comme faire « OK, il s'est passé ça, non, versus ceux que c'est de la violence seulement psychologique. Puis je l'ai vécu après, là, j'ai eu une relation que là, c'était vraiment juste psychologique, puis j'ai vraiment vu la différence. Puis c'est ça aussi, ça m'a aidé à le réaliser. C'est que quand c'est juste psychologique, tu peux comme pas passer à... Tu sais, pour moi, mettons, ou les autres personnes à la table qui ont vécu de la violence physique, c'est facile de dire c'était pas correct, cette personne-là, je veux plus jamais être avec, puis elle m'a fait du mal, puis blabla, versus quelqu'un qui a eu juste psychologique, c'est tough de passer à autre chose parce que tu te demandes tout le temps comme c'est-tu moi le problème, puis tout le monde continue tout le temps à douter de toi parce qu'il y a rien d'illégal, je mets entre guillemets. Mais c'est toi qui doutes aussi de toi. Oui, il y a beaucoup de toi qui doute de toi. Oui, c'est tout ça. Le temps. C'est que ça vient jouer sur ton estime. Oui, vraiment beaucoup. Puis ça, c'est quelqu'un qui... Un homme qui abuse d'une femme, c'est justement, ça cause des troubles de mémoire puis tout ça. Fait que c'est très difficile quand tu peux pas mettre le doigt sur des actions qui sont concrètement abusives, si je peux dire. Mais c'est parce que, tu sais, la violence psychologique, puis tu sais, la violence physique, si quelqu'un se faisait frapper la première journée qu'on rencontre quelqu'un, il n'y aurait pas de suite. Oui. Ça s'installe. Ouais. Ça s'installe, puis à un moment donné, ben on est en amour, puis là, on trouve, parce que... J'ai tellement interviewé de femmes, et tu sais, dans ma famille aussi, j'en ai connu, tu sais, des femmes qui ont... Et de l'intérieur, c'est un cheminement qui dure longtemps. Oui, c'est long. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Puis c'est pour ça aussi, il faut pas s'en... C'est facile à dire, là, je sais que c'est facile de dire, mais c'est pas facile de faire le cheminement, mais on peut pas... Tu sais, souvent, il y a une honte qui s'installe, mais pourquoi j'ai enduré ça? Mais c'est parce que ça s'installe doucement.
C'est que ton estime de toi était déjà réduite à ce moment-là. Tu devais déjà douter de toi, tu sais. C'est toujours un peu de plus en plus. Mais je dirais, tu sais, vu que, parce que, mettons, moi, avec le père de ma fille, vu que c'est vraiment arrivé out of the blue, là, si je peux dire, au moment où c'est arrivé, ça n'a pas été long que je l'ai mis dehors de la maison, puis j'étais comme, c'est terminé. Même si j'étais enceinte, même si, tu sais, j'avais vraiment pas de problème de confiance ou whatever à ce moment-là, parce que pour cette situation-là en particulier, ça s'est pas fait progressivement. Mais c'est plus le après. Puis, tu sais, j'ai eu une autre relation après que ça s'est fait vraiment plus progressivement, mettons. Puis, ouais, là, c'était comme... C'est quoi les lumières rouges dans ta deuxième relation qui ont allumé pour dire, OK, là, on s'en va pas au bon endroit? C'est tough à dire, mais c'était beaucoup... En fait, ça s'est reflété sur moi parce que j'étais rendue l'ombre de moi-même. Tu sais, à ce moment-là, tous les trucs que j'aimais, je les aimais plus. En fait, j'aimais plus rien. J'avais... Tu sais, c'est niaiseux à dire, là, mais comme moi, j'ai toujours eu les cheveux longs là, aux fesses depuis le plus jeune que je me rappelle. Puis ça a toujours fait partie de mon identité, puis c'était la chose la plus importante pour moi. Je m'étais coupé les cheveux. J'étais rendue avec les cheveux courts. J'avais 3 outfits parce qu'ils me laissaient pas m'habiller comme je voulais. Fait que j'avais 3 outfits que je mettais tout le temps. Parce que il m'a jamais dit tu mets juste ça. C'est ça qui est tricky, c'est qu'il m'a jamais dit tu mets juste ça. Mais si je mettais quelque chose d'autre, il allait avoir une situation qui en ressortait qui faisait en sorte que là, je me sentais mal d'être habillée de même. Donc, t'étais en évitement. Tu voulais éviter ça. C'est ça. Fait que j'étais tout le temps en évitement. Fait que je faisais plus rien. Je sortais plus de la maison parce que sortir, j'avais peur de la réaction. J'allais plus en voyage parce que quand j'allais en voyage, il y avait tout le temps une réaction par rapport à ça. Tout faisait peur. Fait que c'était comme si je marchais sur des œufs tout le temps. Puis à la fin, j'étais comme... Je sais même... J'ai aucune idée. Je sais pas je suis qui. Fait que quand on n'était plus ensemble... Tu sais, moi, ce break-up-là était vraiment tough là, de cette personne-là. Là, tu sais, je dis ça, mais ça m'a... Pendant peut-être 3 mois, j'étais comme, s'il vous plaît, faut qu'il revienne. Genre, il me restait juste lui. J'avais juste ça. Puis, tu sais, à la fin, c'est ça qui est con, c'est que quand tu l'expliques à quelqu'un, c'est difficile de te faire prendre au sérieux parce que, mettons, à la fin, c'était des affaires aussi niaiseuses que, tu sais, moi, je dors avec un oreiller entre mes genoux parce que j'ai toujours fait ça. Là, tu sais, c'est not that deep. Il voulait plus que je fasse ça parce que ça le gossait que je dorme avec un oreiller entre les genoux. Puis à ce moment-là, je suis comme, c'est tellement anodin. Mais maintenant que j'ai du recul, puis j'y repense, je suis comme, mais c'est tout ce qui me restait. Je passais mes journées à dormir. Genre, ce gars-là voulait juste toujours dire quelque chose pour montrer qu'il avait du contrôle. Puis là, tout ce que je faisais de mes journées, je sortais plus de chez nous. Je faisais juste dormir pour que le temps passe plus vite. Puis il y avait même quelque chose à dire dans ma façon de dormir. Je suis comme, voyons, est-ce que je me suis rendue là? Genre, mais tout ça, c'est progressif. Là, ça se fait en parlais-tu à ce moment-là? Non, pas plus. Il aimait pas mes amis. Fait que, tu sais, ça a vraiment commencé de même aussi. Là, on dirait qu'il y avait il était vraiment bon. Tu sais, il y avait une bonne raison de pas aimer chacune de mes amies. Fait que ça faisait tellement de sens que je pouvais comme pas y en vouloir, mettons. Puis maintenant que j'y repense, je suis comme... C'était la première étape que j'aurais dû voir que comme... Et là, tu as vécu une autre séparation récemment, c'est ce que tu dis? Oui, mais c'était une relation plus courte. Plus courte, mais souffrante. C'était souffrant. Parce qu'à la base, je voulais pas être en couple, mettons, avec cette... Okay. Ni avec cette personne-là, ni avec personne d'autre. Là, j'étais vraiment en mode, j'ai resté célibataire, puis j'étais sur un bon rôle, là, un healthy, que tu vois tes amis, tous tes sports, genre tes affaires. Puis j'avais fait beaucoup de place à cette personne-là dans ma vie. Puis la façon que ça... Tu sais, ça a duré 1 mois et demi, en fait. Là. On a été ensemble 1 mois et demi. Puis la façon que ça s'est terminé, c'était pas super, mettons. Mais donc, j'imagine que toi, est-ce que tu as développé comme la peur d'avoir quelqu'un qui essaie de te contrôler? Est-ce que ça c'est comme un gars qui rentre dans ta vie, s'il y en a... En tout cas, il y en aura sûrement d'autres, mais c'est dur de te laisser aller. C'est dur de laisser de la place. En ce moment, je pense que je suis encore dans mon cheminement parce que justement, tu sais, quelque chose que... Je parle de plein de séries Netflix, là. Sorry, Amazon, là, je suis là pour tout le monde. Mais écoute, j'ai écouté Baby Reindeer
sur Netflix. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux aussi sur quand il parle de... Je sais pas si tu l'as vu, là, mais... Non, ça, j'ai pas vu. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, il parle de sa façon d'avoir cope avec comme un trauma vraiment intense. Puis, lui, sa façon, c'était... Il a comme répété ce trauma-là pour essayer de comprendre pourquoi la première fois. Puis il faisait ça de façon inconsciente. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que, en fait, j'ai eu ma première vraie relation toxique qui était avec le père de ma fille. Puis dans cette relation-là, même s'il y a eu de la violence puis tout ça, lui a toujours dit, puis je sais pas à ce jour-là, je veux pas comme parler pour lui parce que ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, mais même quand il était en prison, il a fait sa sentence complète, ce qui est quand même rare là, au Canada, parce que justement, il montrait pas vraiment de regrets, puis il disait beaucoup de trucs comme « il y a deux côtés », puis non. Ça, c'est comme des phrases qui sont sorties dans les médias. Et j'ai toujours eu comme la question de « Ah, tu sais, c'est-tu moi qui a déclenché ça? Tu sais, c'est-tu moi qui l'a rendu de même? Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? » Puis blablabla. Puis c'était comme une question inconsciente que j'avais dans ma tête. Puis quand je m'étais rembarquée justement avec ce gars-là, le gars toxique aussi, quand je m'étais rembarquée avec lui, je me souviens qu'il était méchant avec moi. Puis à chaque fois, j'ai jamais été méchante avec lui. C'est même pas arrivé une fois. S'il essayait de se mettre en position de supériorité, j'allais me rabaisser encore plus pour comme le mettre de même. Puis c'était comme conscient, inconscient parce que j'avais pas un plaisir, là, mais je sais pas comment l'expliquer, mais ça me faisait sentir bien de savoir qu'il était capable d'être méchant malgré que je reste gentille puis que je fais tout ce qu'il me dit. Peu importe c'était quoi ses demandes, même si ça faisait pas de sens, je disais rien puis je faisais juste le faire. Est-ce que c'est parce qu'il s'occupait de toi beaucoup? Est-ce que ça te rassurait de... Parce que t'étais vraiment en observation... Non, mais je pense que maintenant que je le regarde en arrière, je pense que je faisais ça puis j'avais ces réactions-là parce que j'essayais de me prouver à moi-même que la première fois que c'était arrivé avec le père de ma fille, c'est pas moi qui a déclenché ces réactions. Il a fait ça gratuitement. Je sais pas comment l'expliquer. Fait que pour moi, c'était comme de continuellement prouver, OK, les hommes sont capables de me traiter comme ça malgré que moi, j'ai pas fait quelque chose pour le déclencher. Puis là, maintenant que j'ai compris que j'avais eu la culpabilité, ce trauma response-là, inconsciemment, ben là, je suis comme, OK, je veux pas le refaire. J'ai plus besoin d'étudier les gens. Là. Je suis pas... Elisabeth, comment ta famille, ta mamie dont on a parlé tantôt, ont réagi quand ils ont su pour le père de ta fille? Ça a été... on dirait que ça, c'est le genre de truc que je me rappelle pas tant. J'essaie de trouver une réponse, mais ce que je sais, c'est que quand mon père l'a su pour la première fois, c'est parce que j'avais quelqu'un qui était venu habiter chez nous puis qui avait été témoin d'une situation, puis lui, il savait comme pas quoi faire avec ça, fait qu'il avait été cogné chez mon père, parce que moi et mes parents, on habite la maison une à côté de l'autre. Puis là, mon père était venu, puis à partir du moment où mon père l'a su, je sais qu'il dormait plus, là, il était dans sa fenêtre puis il regardait ma maison tout le temps. Puis ça, c'est comme la chose number one qui a fait que j'ai dénoncé à ce moment-là. De savoir que mon père le savait, puis que ça l'inquiétait. J'étais comme, je peux endurer beaucoup moi-même, mais comme je peux pas faire ça à mon père. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que tout a comme débouché. Puis tu sais, mes parents ont toujours été super respectueux. Je suis pas... tu sais, pour vrai, je suis pas à l'aise de parler de ça avec mes parents. Là. Je me suis jamais assise à une table, j'ai parlé de ça avec eux. Puis ils respectent ça, là, vraiment beaucoup. Je sais qu'ils en parlent entre eux puis tout ça, mais il y a un certain... C'est pas les bonnes personnes à qui j'en parlerais, mettons. Je comprends. Oui. Mais c'est tout... mais tu sais, le fait d'en avoir parlé, c'est que t'en as... Dans les familles, il y en a beaucoup qui en ont parlé avec leurs filles aussi. Oui. Ça a ouvert la porte à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va rechercher son enfant quand on voit... T'sais, même si l'enfant parle pas, mais quand on voit qu'il est quand même dans une relation toxique, pour des parents, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Oui, mais parce que tu veux pas perdre le lien avec ta fille, par exemple. C'est vraiment difficile parce que je trouve que tout le monde est différent. Mais je dirais, premièrement, tout commence quand l'enfant est jeune. Moi, justement, j'étais chanceuse parce que ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Je sais que mes parents vont toujours être là. Mais oui. Fait que je suis pas inquiète que mes parents vont être de mon bord. Il était pas évidemment dans le jugement, il était dans l'accueil. Il était là pour te soutenir. Tu sais, mes parents, justement, puis ils me connaissent, mes parents, parce que tous les enfants sont différents. Puis justement, le fait qu'ils sachent
que je veux pas en parler, puis qu'ils respectent ça, ça faisait que moi, quand j'allais dormir sur leur divan avec Wolfie, puis que j'arrivais, mettons, à 1h du matin chez eux, puis que je sonnais à la porte, puis j'étais comme, est-ce que je peux dormir sur le divan? Ils me posaient pas de questions. Ils étaient comme, ben oui, viens, tu sais. Puis on faisait un peu comme si de rien n'était parce qu'ils savaient que c'était la bonne façon avec moi. Fait que je veux pas dire que c'est un one size fit all là, pour tous les enfants, mais tu sais, je pense que... Il y avait beaucoup de bienveillance. C'est ça, exact. T'sais, mais ça devait te faire du bien, honnête, prendre soin de toi. Tu sais, que quelqu'un prenne soin de toi. Oui, c'est tes parents, mais t'es juste là. Tu sais, t'es en sécurité parce que t'avais besoin de sécurité. Oui. Tu te sentais plus en sécurité aussi. Puis, tu sais, je trouve pour le monde, mettons, qui savent que quelqu'un, tu sais, soit de la famille ou des amis qui vivent ça autour d'eux, tu sais, la personne qui vit de la violence, elle le sait. Comme, elle sait qu'elle vit de la violence. Fait que ça sert à rien d'essayer de le dire, d'essayer de la... Puis là, je veux pas donner des mauvais conseils non plus, là. Je suis pas professionnelle, mais mettons, si je parle de qu'est-ce que pour moi, si je reflète moi, si j'avais eu des amis qui essaieraient de me dire quoi faire à ce moment-là, je sais que ça m'aurait éloigné plus que aider, mettons, versus des amis qui posent pas trop de questions puis qui font juste montrer qu'ils sont là puis que si tu pleures, tu sais, de juste être là. De faire verbaliser à ce moment-là, mais d'accompagner. Oui, exact. Juste dire « je suis là pour toi », c'était beaucoup. C'est ça. Pour moi, c'était ça, en tout cas. Mais c'est important parce que quand on est passé par là, t'es quand même la meilleure personne pour dire qu'est-ce que... Tu sais, toi, ce que tu aurais besoin. Fait que si quelqu'un vit ça puis sait pas comment en parler... Mais ça, parce que moi, ça n'a pas été tout le long, mais il y a eu un genre de 3 semaines à la fin où que mes amis puis ma famille le savaient, mais que là, j'allais dormir 2-3 nuits chez une amie. Après ça, je revenais à la maison puis avec lui. Puis là, une journée ou deux passée, il se repassait de quoi. Fait que je retournais chez mon ami puis blabla. Puis tu sais, je me suis jamais sentie jugée ou comme... fait, tu sais, j'ai pas eu d'interrogatoire, j'ai pas eu des speeches de mes amis qui étaient comme laisse-le. Tu sais, comme ça, mettons, c'est le genre de truc que, ben, je sais que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais ça se passe pas de même. Ça se passe pas de même, ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui a aidé. Là, aujourd'hui, tu vas comment? Aujourd'hui, je vais très bien. Très, très bien. La question que je vais choisir, as-tu l'impression que tout se passe en accéléré dans ta vie? Pas vraiment, dans le sens où, oui, je fais tout le temps plein d'affaires, fait que je pense que c'est pour ça que je reçois souvent cette question-là. Puis ce commentaire-là, là, tu sais, je me souviens que quand on avait fait ma série avec Prime, il disait « on veut que tout se passe vite dans la série parce que ça va refléter ta vie, blablabla. » Fait que c'est comme quelque chose que je reçois beaucoup, mais je le ressens pas de cette façon-là. Tu sais, même par rapport à ma fille, tu sais, les gens disent souvent « ah, ça passe vite. » C'est comme le commentaire commun. Je suis comme « ah, ben... » j'ai l'impression de enjoy chaque moment. J'ai l'impression d'être consciente. T'apprécies chaque moment. Oui, j'apprécie chaque moment. Je sais que quand on va être plus tard, je vais jamais me dire « ah, j'étais pas assez là » ou « ah, j'ai pas assez ». Je suis pas quelqu'un qui regrette. Là. Je suis pas une personne nostalgique non plus. Fait que je suis comme contente de où qu'on est en ce moment puis de qu'est-ce qu'on fait, mettons, si je peux dire. Mais en même temps, c'est vrai que t'aimes, j'imagine que ça se passe vite. Tantôt, quand tu disais à 21 ans, j'avais pas d'enfant, puis je me disais, mais là... tu te sentais déjà vieille. Ouais. Là, comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens-tu jeune, là, à 20... Aujourd'hui, tu te poses plus... Tantôt, tu disais, je me pose plus cette question-là, mais à 27 ans, est-ce que tu te sens jeune? J'ai plus le concept de vieille jeune, je pense, dans ma tête. Je pense que j'ai trop eu le concept de vieille longtemps, puis qu'après ça, j'ai comme... Tu sais, entre guillemets, là, j'ai eu toutes les choses qu'on a en vieillissant, là, exemple, une maison, un enfant, et puis toutes ces affaires-là. Fait que maintenant, on dirait que je me pose plus la question. Je sais pas comment dire. Puis si je t'avais rencontré avant la violence psychologique et physique, qu'est-ce qui aurait été différent chez toi? Oh my God. Avant ça, ben c'est sûr que j'étais plus jeune. Je sais pas, on dirait que je me rappelle pas tant. Tu sais, c'est ça, je disais tantôt, je me rappelle pas tant non plus de avant. T'as vraiment. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une ligne, ouais, il y a comme un. Là, t'as consulté, j'imagine. Oui. Parce que ça, c'est dur à. Faut en parler avec quelqu'un de confiance. Oui. Puis,
rentrer dans les détails de ça. On est rendu au niveau rouge. Prenez soin de votre sourire avec Zéro, la brosse à dents à tête remplaçable fabriquée au Québec. Conservez le manche et remplacez uniquement la tête pour seulement 2 $. Procurez-vous Zéro à zerro.ca ou chez Jean Coutu. Alors là, tu m'en donnes 3 et on n'en choisit qu'une. Parfait. Fait que... Oh my God. Attends, tu m'en donnes 3, mais on va juste en lire une. Moi, j'en vais pas en choisir dans le livre rouge. Ben, je vais mettre ces 3-là. Parfait. Comment vis-tu avec la pression? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Peut-être qu'on y a répondu à ça. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Que le temps s'arrête. Oui, c'est comme un beau moment de ta vie que tu aurais dit ça, j'aurais arrêté ça là. J'aurais aimé revivre ça plus longtemps. Oh my God, je sais pas. Ça, on l'a comme un peu répondu. Oui, on peut peut-être la remplacer par celle-là. Quelle épreuve fut la plus difficile à surmonter? L'épreuve la plus difficile à surmonter ou... Oh mon Dieu, fou. Je peux pas faire de décision. Je suis comme pas capable. Je te laisse choisir. C'est trop pour moi. Ça, tu vois, c'est le genre de truc que probablement qu'avant la violence, j'étais... Ben, en fait, je savais toujours quoi faire avant. Là, je veux dire, j'ai quand même une entreprise. Là, je suis capable de prendre des décisions. Après la violence, c'est le genre de truc... Dans ma vie personnelle, je suis incapable de faire des décisions. Genre ça me stresse. De prendre une décision par moi-même. Là. Puis tu sais, ça, mes amis me le disent aussi, là, dans les gars même que je rencontre. Puis tout, quand quelqu'un est contrôlant, au contraire... on disait tantôt, est-ce que ça te fait peur? Non. Au contraire, je vais tout le temps faire des gars contrôlants. Puis je suis comme, non, mais c'est nice, comme ça, j'ai pas besoin de prendre de décision. Mais là, finalement, avec le temps, ça devient pas nice. Mais ça, je sais qu'il faut que j'apprenne à refaire des décisions. Et on le voit aussi dans la série sur Prime Video, quand ton père... Ton père t'aide aussi, tu sais. Ton père t'aide à prendre des décisions aussi. Ouais. Mais là, c'est des décisions sécuritaires pour toi. Fait que quand ta famille prend des décisions, ça t'aimes ça. Ben c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, les décisions business, j'ai vraiment pas de la misère. Là. Je sais ce que je veux. Ça, c'est moins pire. Non, ça, j'ai vraiment pas de problème. C'est personnel. Côté personnel, j'ai de la misère à savoir ce que je veux, mettons. Tu sais, on me demande... Ça fait plein de fois dans mes dernières interviews, tout qu'on me demande dans des podcasts, qu'est-ce que tu cherches chez un gars? Puis je suis comme, mais je sais pas. Comme... Ou chez un ami, ou comme... Tu sais, peu importe. Tout ce qui est relationnel... Je sais pas. Ben, ça, je sais pas si tu vas t'en souvenir, mais est-ce qu'il y a un moment dans ta vie qui a tellement été comme un grand moment que tu aurais aimé que ce soit ça, le reste de ta vie, c'est que le temps s'arrête? Je suis pas capable de dire ça live parce que on dirait qu'à cause que j'ai ma fille, le fait de penser à un moment avant ma fille qui s'arrêterait, c'est comme non, parce que ça veut dire que ça serait plus long avant qu'elle arrive. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, mais... puis avec ta fille, est-ce qu'il y a eu un moment, à un moment donné, tu t'es dit... c'est genre, tu sais, des fois, avec nos enfants, je ne pourrais jamais plus aimer que ça. Tu sais, il y a comme quelque chose de... J'ai tout le temps des moments de même, puis j'en ai dans le présent, puis j'en ai qui s'en viennent. Puis tu sais, on le disait un peu, là, je suis tout le temps pressée de tout faire, fait que je suis pas capable de dire que j'arrêterais n'importe quoi. Moi, j'aime que ça bouge. Puis, quel type de maman que tu es? Je pense que je suis maman du genre easygoing. Tu sais, comme... Moi, je trouve ça important qu'une fille fasse des erreurs. Puis, qu'elle se fasse mal, je trouve pas ça grave. Au contraire. Fait que, tu sais, admettons... Puis là, je dis ça en me comparant, là, juste parce que je sais pas comment... Je dirais que je suis pas non plus... mettons, qu'est-ce qui me manquerait, là? Ce serait de... Tu sais, je suis pas celle qui va googler qu'est-ce que je devrais faire. Tu vas par instinct. Ouais, je suis très instinct. Puis elle fait ses expériences. Quand tu dis ça me dérange... Si elle tombe, elle va comprendre que ça refait ça. C'est ça, exact. C'est ça, ça se fait mal, elle va se protéger. C'est ce que tu veux dire, là. Exact. Tu sais, souvent, je vais lui dire, hey, si tu fais ça, tu vas tomber. Mais si elle m'écoute pas, puis elle tombe, ben j'en profite pour dire, tu vois, je te l'avais dit. Fait que ça crée une espèce de confiance. Sauf si c'est, mettons, quelque chose qui peut actually comme vraiment se blesser intense. Ben ouais, là, je vais être plus strict, mettons.
Mais je suis très... je la laisse faire, mettons. Puis tu as voyagé beaucoup avec, tu voyages beaucoup avec. Oui. Je dirais que, tu sais, c'est beaucoup pour moi, dans le sens que, c'est sûr, à la base, là, je le faisais pour elle, mais justement, c'est pour ça que je voyage moins maintenant aussi. C'est qu'à la base, je le faisais pour nous, mais je me suis rendu compte que, tu sais, Wolfie, c'est un enfant, là, qu'elle voit qu'on aille dans un restaurant qui a des posters de Hello Kitty partout, ou qu'on aille au Japon dans le San whatever, qui a des Hello Kitty bonhommes partout. Je suis comme, elle voit pas la différence. Elle a pas encore l'âge de voir la différence. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Mettons, là, je suis en train de booker un trip à Paris avec mes amis, puis j'emmène Wolfie. Ils sont comme, on va aller à Disney. Je suis comme, non, faut attendre. Je veux pas qu'elle voit. Je veux y aller progressif. Je veux pas qu'elle le voit trop jeune, mettons. Fait que, tu sais, c'est ça, je voyage beaucoup avec Wolfie, mais tu sais, je dirais, pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui regardent mes réseaux puis qui se comparent puis qui sont comme, moi, je peux pas offrir ça à mes enfants, puis blabla. Pour vrai, comparez-vous pas, parce que pour Wolfie, elle s'en rend pas compte comme nous, on s'en rend compte. Tu sais, peut-être, oui, elle voit pas ça comme un privilège. C'est ça, exact. Puis aussi, tu sais, quand que... Puis non, mais c'est aussi... Tu sais, à cet âge-là, Wolfie peut voir le gars qui ramasse les poubelles le matin, puis il dit allô, puis elle va en parler pendant 2 semaines. Puis elle va voir un chameau, puis elle va en parler pendant 2 semaines. Ça a la même importance dans sa tête. Fait que c'est quelque chose grave. Qui l'a marqué, c'est ça. C'est ça, exact. Les trucs qui les marquent, ça n'a pas nécessairement une valeur. Il y a plein de choses dans la vie quotidienne qui peuvent la marquer tout autant. Fait que, tu sais, je dirais que, tu sais, qu'est-ce qui est nice, c'est que, ben, peut-être qu'elle va avoir 15 ans puis qu'elle va avoir des photos d'elle à 2 ans sur un chameau avec comme, oh my God, wow, c'était tellement nice, mais autre que ça. Parce que, tu sais, sans dévoiler tout ce qui se passe, surtout dans le dernier épisode de la série, mais on sent quand même que tu es dans un virage, qu'il y a quelque chose qui se passe où tu as envie peut-être de faire les choses différemment. Ouais. Est-ce que ça s'est concrétisé? Est-ce que tu es encore dans cette humeur-là? Ben maintenant, beaucoup moins. C'est qu'à ce moment-là, tu sais, là, on a parlé justement du fait que je me connais pas beaucoup. Puis je réapprends à me connaître moi-même en tant que personne. Puis à ce moment-là, ben je me connaissais encore moins que maintenant. Fait que tout ce que je faisais, je pense, pour cope avec le fait que je savais plus j'étais qui, c'est que je faisais tout ce que tout le monde voulait autour de moi. Mais je me demandais jamais, moi, qu'est-ce que je voulais. Fait que c'était plus ça un peu dans le discours. Mais à ce moment-là, au moment du discours, tout, je savais que je me sentais comme ça, mais j'avais pas réalisé que ça avait rapport, tu sais, avec mon ex, puis le père de ma fille, puis tout. Maintenant, je le réalise que ça a probablement un gros rapport avec ça. Mais ouais, c'était vraiment le fait que tout ce que je faisais, c'était pour tout le monde, sauf pour moi. Puis que là, c'est assez, là, tu sais, il est l'heure changer des choses? Est-ce que là, tu fais les choses pour toi? De dire que je fais tout pour moi, non, mais plus qu'avant, puis aussi, maintenant, je suis consciente de ça. Puis ta petite aussi vieillit. Il y a l'école qui va arriver. Je veux dire, ça impose aussi comme un horaire, en tout cas, peut-être moins, tu pourrais être moins de liberté, en tout cas, avec elle, j'imagine, au niveau des voyages. Oui. Bien, il y a beaucoup de monde qui me dit « Ah, fais l'école à la maison, tu vas pouvoir voyager. » Puis je veux pas que ce soit ça, son expérience. Je trouve ça important qu'elle aille à l'école. Puis ça, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée par rapport à ça, mais moi, je trouve ça important qu'elle aille à l'école. On va voir si le format va lui fit bien. Puis pour vrai, je vais juste m'ajuster à ce moment-là parce que je suis comme au bout de la ligne. Je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui travaillent pour leurs enfants, mais là, ils vont délaisser leurs enfants pour travailler. Puis il faut toujours se rappeler de l'ordre des choses. Puis moi, l'ordre des choses, c'est que la position numéro 1 importante, ben c'est Wolfie. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Donc, je vais rien compromettre pour elle. Et tu peux te le permettre, hein, parce que, tu sais, il y a des parents... c'est difficile de faire le choix parce que, bon, financièrement, ils doivent aller travailler. Tu sais, c'est d'avoir ce choix-là. Donc, comme toi, tu as le choix, tu dis, ben moi, je vais prioriser mon enfant plus 100%. Que le travail et tout ça. Oui. Je comprends. C'est un choix important. C'est un tournant dans une vie. C'est ça. Fait que, à ce moment-là, ce sera pas d'arrêter de travailler, mais ça va être de faire les choses différemment. Tu sais, je suis ouverte à tellement beaucoup d'options que je suis pas inquiète pour ça. Oui. Ben, je suis contente parce que, tu sais, le dernier épisode, tu disais, mais là, ça va être quoi la suite?
Ouais. Ce sera quoi, ça? Je me le demandais beaucoup, là, mais faut que j'arrête de stresser avec ça. Maintenant. Niveau Eros et compagnie. Yeah. Donc, tu les brasses et tu vas m'en donner 4, Yvan. Parfait. Donc, ça, c'est tes amis, tu l'as dit tantôt. Oui, c'est mes amis, je les aime full. Fait que j'en choisis 4. Ouais. Parfait. Merci. On exclut cela. Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Comment a évolué ta vie intime au fil du temps? As-tu toujours été à l'aise de montrer ton corps? T'en choisis une. Oh my God. Faut que tu choisisses pour moi. Ah oui, hein? Ouais. Je vais choisir pour toi. OK. Attends une minute. Est-ce que... ben, celle-là est comme une suite de tout ce qu'on s'est dit. Tu me diras si tu vas aller là ou pas, mais en fait, comment a évolué ta vie intime au fil du temps? Ça a beaucoup évolué au fil du temps. Moi, tu sais, juste, ça répond un peu à l'autre question aussi. Là. Dans ma famille, on parle pas de ça. C'est pas, ça un sujet tabou. N'existe pas. OK, la sexualité n'existe pas ça chez toi. Ça n'existe pas. Puis, fait que pour moi, c'est comme... Je dirais que plus jeune, comme beaucoup de filles, là, je le faisais pour faire plaisir un peu. Là, c'était comme, ça me tente pas, mais je vais le donner pour pouvoir être en couple parce que sinon, il y a personne qui va vouloir être en couple avec moi. Puis, fait que, tu sais, j'allais le donner à mon chum. Puis, tu sais, je me souviens, genre, je me faisais tromper, mettons, puis j'étais comme, ça m'a épargné de une fois. Fait que, OK, aussi jeune que ça. Des fois, on va associer ça à des couples plus tu sais, des couples de longue durée. Ouais. Mais toi, déjà jeune... Déjà jeune, je pensais comme ça parce que je pensais que j'aimais avoir des pas relations ça. sexuelles, c'était pas ce que tu préférais à ce moment-là. Ben non, c'est ça. Puis moi, j'étais convaincue que j'aimais pas ça. Là. J'étais sûre que j'aimais pas ça. Puis finalement, ben est arrivé m'emmener quelqu'un qui s'est intéressé à moi, mettons. Puis là, j'ai découvert... Exact. Puis là, j'ai découvert qu'est-ce que j'aimais, soudainement. Puis j'étais comme, dans le fond, esti, finalement, j'aime ça, Colin. Parce que tu ressentais quelque chose, j'imagine? Ben, j'aimais beaucoup cette personne-là aussi. Okay, fait que je sais pas si... Tu sais, il y a sûrement une corrélation aussi avec ça, parce que je sais que, tu sais, encore à ce jour, j'ai jamais rien fait avec quelqu'un que j'aime pas. En fait, non, c'est pas vrai. C'est arrivé une fois, puis j'ai détesté ça. Comme mes amis me disaient, faut être un one night pour découvrir, ça va débloquer, blablabla. Et apparemment, c'est pas un one night parce que j'ai vu le gars 5 fois avant. Mais dans ma tête, c'est un one night parce que c'est arrivé juste une fois, puis j'étais pas en amour avec cette personne-là. Donc, toi, faut aimer. Faut aimer avant. Ouais, faut aimer avant. Puis finalement, c'est arrivé, puis tout le long, j'étais comme, oh my God, je ne veux comme never again. Fait que, ouais, il faut vraiment que je sois en amour avec la personne. Tu sais, pas mal, presque toutes mes relations, j'ai attendu longtemps avant que ça arrive aussi. Là. Parce que, tu sais, les photos qu'on voit de toi sont où t'es très dénudée, t'es pas nue, mais je veux dire quand même, on voit ton corps, là. C'est des photos aussi où il peut avoir une intention, il y a comme une séduction dans ces photos-là. Ouais, mais justement, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai réalisé vraiment tard. C'est que moi, mettons, je mettais des photos de même, puis, tu sais, un peu comme... Admettons, moi, dans la rue, je regarde jamais les gars. Je vais tout le temps regarder les filles parce que je trouve que les filles sont belles. Puis, tu sais, les photoshoots comme ça, genre, je trouve ça beau, puis tout ça. Puis, longtemps, le monde, il me disait, c'est trop sexuel. Puis, je le voyais pas, je le ressentais pas. Parce que moi, c'était pas ça. Je trouvais juste comme... C'était pas en mode, oh my God, je vais avoir plein de gars qui vont m'envoyer des messages, puis blablabla. Ça l'a jamais été ça. Ça, c'est l'esthétique. Ouais, l'esthétique, la photographie. C'était pas l'aspect sexuel, sensuel, séduction. C'est sensuel, mais c'est pas sexuel. C'est ça, mais il y en a d'autres qui le voyaient sexuel. C'est ça, puis moi, quand le monde me faisait je le comprenais juste pas parce que je ressentais pas ça. Parce que moi, de toute façon, dans ma tête, j'aimais pas le sexe. Fait que comme, c'était pas relié. Puis j'ai pas une énergie séductrice non plus. Là, même, mes amis rient de moi parce que j'ai vraiment pas cette énergie-là, même si je voudrais. Fait que, ouais, comme... Fait que ça t'a pris du temps à comprendre que tes photos, peut-être,
quand des hommes te rencontraient que c'était pas le même message? Ben, le pire, c'est que je publiais des photos plus intenses, tu sais, plus sexy, mettons, avant de découvrir que j'aimais le sexe. Il y a vraiment eu une ligne qui s'est faite. Avant de découvrir que j'aimais le sexe, tellement je le voyais pas, je pouvais publier presque n'importe quoi, puis j'étais comme, c'est même pas sexuel de toute façon. Puis après que j'aime le sexe, j'ai commencé à ressentir des malaises par rapport à certaines photos, soit façon d'être habillée ou position ou whatever. Puis mes photos sont plus conservatrices depuis. Comme il y a vraiment eu une ligne. Ouais, il y a vraiment eu une ligne de ça. Fait qu'on dirait plus. C'est parce que quand là, tu posais plus, mettons, tes photos étaient peut-être plus sexuelles, en tout cas plus révélatrices dans tes positions, comme tu dis, tu ressentais pas ça. Non, c'était plus une façon de placer ton corps, mais c'était pas, t'avais pas tu faisais pas une relation avec autre chose. Ben c'est ça, le monde me le disait, mais moi j'étais comme, ben oui, parce que quand on regarde, capoté, genre. Ben oui, t'as des photos là, tu sais, je veux dire, c'est révélateur. Il y a quelque chose de, tu sais, ça fait que je me disais, un gars qui te rencontre, qui voit ces photos-là, il disait, hey, elle, c'est une bombe sexuelle, je sais pas. Ouais, là, mais moi, je le mettais tout le temps au clair dès le départ. J'étais comme, attends-toi, vraiment. Est-ce que t'avais l'impression que tu te dégonflais une balloune, que tu sais, c'était comme. Pas nécessairement parce que je suis pas. Ben, premièrement, si je rencontre un gars, puis que dans les 10 premières fois qu'on se parle, si tu me parles de sexe, c'est sûr que je te parle plus. Ça me rend full. Tu sais, justement, j'en parle pas avec ça me rend full mal à l'aise. Fait que je parle juste pas de ça au début. Fait que souvent, quand on commence à parler de ce sujet-là, c'est parce qu'on se connaît déjà très, très bien, mettons. Fait que je dirais, tu sais. Ouais. Fait que là, maintenant, tes photos, t'es consciente de ce que ça projette chez l'autre. C'est ça. Maintenant, je le comprends un peu plus qu'avant, mettons. Ah, écoute, j'aurais jamais pensé que tu m'as répondu ça. Oui. Ben, ça m'a pris du temps de catcher, là, mais ouais. T'en as fait combien de photos dans ta vie, Elisabeth? Ah, je sais pas. C'est vraiment gênant, là. Dans mon téléphone, j'ai... Attends, je vais te dire le chiffre parce que à chaque fois, ça choque le monde. Ils sont comme, ben voyons donc. J'ai 246 392 photos. Que c'est depuis 2016. Et de toi, il y en a combien là-dessus? Ah, je pourrais pas dire. Il y en a beaucoup. Probablement, là. C'est avec ça que je prends mes photos. Mais c'est avec ça aussi que tu as fait tes sous. C'est avec ça que ta compagnie, c'est avec tes photos. Oui. Puis on le voit dans la série, là, tu es contrôlante quand même sur l'image, sur les photos. Oui. C'est important que ce soit à ton image. Bien, parce que, tu sais, justement, comme je le disais, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pour moi, la photo, c'est de l'art. Comme, puis de le faire aussi, de choisir aussi, c'est que tu choisis l'intention aussi derrière la photo, parce qu'il y en a des fois qui vont dire, ah ouais, mais telle photo, c'est genre iPhone, fait que c'est pas de l'art. Puis je suis comme, non, mais ça fait partie du là, je me sens, entre guillemets, du branding en arrière de la photo. C'est comme, c'est une photo de moment, faut que ce soit iPhone, non. Moi, je suis comme, si c'est une photo de moment, d'événement, puis que c'est pris professionnel, ça matche pas avec le vibe qu'on veut sur la... Tu sais, comme tous ces genres de détails-là. Oui, on le sent. Moi, là-dessus, je t'ai trouvé... je trouvais ça intéressant de te voir aller là-dedans, dans ce que tu veux. Ouais, comment tu l'exprimes, comment tu vas chercher. Un artiste qui fait un tableau, mettons, c'est comme... Est-ce que tu pourrais être photographe? Ben oui. Tu sais, professionnellement? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser un jour de passer de l'autre côté de la caméra? Ben, en fait, je le fais vraiment souvent. Là, parce on que te voit encore, mais... Ouais, on l'a pas vu dans la série, là, mais il y a beaucoup de shoots chez Oaxaca. On en fait presque une fois semaine, puis c'est moi qui photographie des filles. Là, fait que j'ai une tox à la tête, des jogging, puis comme... OK, t'es vraiment de l'autre côté de la caméra. Ouais. Ah, mais j'aurais aimé ça voir ça. Ouais, on l'a pas... J'aurais aimé ça de voir coudre. Maintenant, on le voit avec une machine à coudre. Ouais. J'aurais aimé ça de voir ben ça. Là, live, c'est pas moi qui coud les maillots. Là. Mais est-ce que t'en as déjà fait de la couture? En fait, oui, ma mère, elle faisait de la couture toute quand j'ai grandi. Fait que ma mère créait nos vêtements. Puis on a toujours eu une machine à coudre à la maison. Puis ça a toujours été une activité comme mère-fille, mettons. Puis je le faisais full ado. Puis quand j'ai commencé au Oaxaca, à la base, c'était des maillots que je cousais dans le sous-sol, mais ça s'est jamais rendu à ce que j'ai vendu ces maillots-là parce que c'était tellement long. Là. C'était beaucoup trop long. Il aurait fallu, tu sais, pour que ça vale la peine. Mais tu t'amusais avec ça. T'as un côté très créatif. C'est ça. Je me suis toujours amusée avec ça. Mais ma mère est tellement créative que... Moi, ta mère, là, je te le disais avant, quand t'es arrivée, mais je suis allée au salon maternité-paternité avec ma fille puis son chum parce qu'elle est enceinte au printemps passé. Et
ta mère fait des petites couvertures de bébés extraordinaires et je suis arrivée dans son kiosque puis j'en ai acheté. Puis après, c'est ma fille qui m'a dit, elle dit, ça, c'est la maman et la sœur d'Élisabeth Rioux. Je savais pas, là, mais c'est vrai que c'est très beau. Donc, c'est ça, tu viens d'une famille créative. Oui, bien c'est ça, quand j'étais jeune, ma mère, elle étudiait en art puis elle nous demandait de l'aide pour faire ses projets d'université. Fait qu'on l'aidait full avec ça. Puis... puis ma mère, c'est quelqu'un elle a changé toute sa vie un peu, si on peut dire. C'est comme un moment donné, elle était justement à l'université en art. Après ça, elle faisait juste des tableaux. Après ça, elle faisait juste de la couture. Après ça, elle avait la crèmerie, fait qu'on créait comme des desserts, on prenait les photos, on faisait les affaires puis tout. Là, c'est comme, là, elle a sa compagnie de trucs pour bébé. C'est comme, ma mère, je l'ai tout le temps vu changer toute sa vie au complet, mais ça a toujours été autour de l'art. Qu'est-ce que tu as hérité de ta mère? À quel moment tu te reconnais dans ce que t'es? Ah ben c'est sûr, le côté créatif, 1000%. Sinon, sa façon d'être maman aussi avec Wolfie, le fait d'être plus sur l'instinct. Je pense que ça, je prends ça de ma mère aussi. Elle a toujours été très instinctive. Mais tu sais, avec 3 enfants, t'as pas le choix non plus, là, parce que... T'as-tu déjà parlé de tes photos qui étaient un peu plus osées? Oui, mais pas dans le sens qu'elle aimait pas ça ou whatever. Mais parce que c'était artistique, elle voyait cet aspect-là. Ouais, mais, tu sais, moi, ma mère, elle m'a acheté ma première caméra numérique, je pense que j'avais comme 8 ans. Là. Puis, tu sais, j'ai des vlogs, ça serait intéressant. Là. J'ai des vlogs de moi quand j'étais jeune, qu'on savait même pas que ça existait, des vlogs, mais on avait aussi une caméra vidéo, puis on se filmait, puis moi et mes soeurs, on faisait semblant qu'on était dans Love Story. Puis on faisait nos auditions de Love Story. J'ai plein d'affaires de même de quand j'étais jeune. On a toujours eu des caméras, puis à chaque année, on avait la nouvelle caméra de l'année à Noël. Là. Pas une grosse caméra, là, les petites d'enfants. Oui. Fait que ça a toujours été une passion. Puis ma mère aussi était passionnée de photos quand elle était jeune. Elle me disait qu'elle, quand elle était à l'école, c'était comme des photos que tu faisais imprimer. Fait qu'elle, elle se prenait en photo, mettons, la fin de semaine avec son ami. Puis là, il allait faire imprimer ça. Puis après ça, il emmenait les photos à l'école, puis il montrait au monde. Genre des photos de eux qu'il avait fait le week-end. Fait que t'as hérité de ça. Oui. De te mettre en scène, parce que tu te mets en scène aussi dans tes photos. Exact. Fait que je pense que ma mère est beaucoup comme moi là-dessus. Là, elle le fait moins, là, mais... Oui, ça fait qu'elle apprécie ce que tu fais. Et aussi, sur tes photos, on t'a vu... Je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs fois, allaiter. Tu as allaité longtemps ta fille. Est-ce que tu as eu beaucoup de commentaires par rapport à ça? Est-ce que ça a libéré des femmes de dire je peux allaiter partout, l'allaitement? Tu sais, c'est rare qu'on a vu des femmes en bikini comme toi sur la plage. Et tout d'un coup, on dit, OK, tu es en train d'allaiter. C'était surprenant. Là. Pour moi, ça m'a surprise de regarder ça. Puis en même temps, je me disais, mais pourquoi ça vient me chercher? Mais c'est parce que moi, je me serais pas permis ça. Fait que tu vois, tu t'ouvrais quelque chose. Oui. Ben, tu sais, l'allaitement, ça a été un sujet que j'ai beaucoup parlé aussi, là, tu sais, comme revendiqué un peu, si on peut dire. Parce que, justement, je trouve ça important de pouvoir le faire partout. Puis je trouve aussi que, ben là, de moins en moins, là, justement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent sur les réseaux et tout. Mais au moment où moi, je montrais que j'allaitais puis tout ça, le monde pensait vraiment qu'allaiter, c'était compliqué. Puis moi, j'essayais surtout de dire au monde, mais non, dans ma tête à moi, c'était tellement plus simple que de devoir mettre le lait à une bonne température, blablabla, parce que je voyageais beaucoup aussi à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est nice, là, quand tu n'as pas besoin de traîner un sac à dos avec le lait de la bonne température puis tout, quand tu vas faire un hike, moi, je peux juste monter une montagne puis j'ai de l'eau pour moi, puis Wolfie, elle a le... Puis en plus, tu avais cette capacité-là d'allaiter, l'allaitement se passait bien. Il y en a pour qui c'est plus complexe. Il y en a pour qui c'est vraiment plus complexe. Oui. Puis il y en a des fois, c'est juste pas leur choix, mais toi, c'était ton choix et ça s'est bien passé. Exact. J'ai été vraiment chanceuse pour ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment de montrer aussi, tu sais, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'empêchait de sortir là, par rapport à ça. Oui, tu as dû avoir beaucoup de messages, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui c'est comme « Ah, moi, je peux pas aller au restaurant parce que j'allaite. » Puis je suis comme « Mais non, tu sais, c'est pas grave. » Puis tu sais, aussi, dans ma famille, on a toujours tout été full ouvert à ça. Tu sais, ma soeur était en même temps que moi aussi. Ma soeur était enceinte en même temps que moi. Nos bébés, ils ont 1 mois de différence. Elle aussi, là, elle allaitait. On était au souper de famille, les deux à table de même. Puis ça n'a jamais été on a toujours été une famille full ouverte d'esprit, surtout. On va pas parler de sexe. On va pas parler de sexe. Mais vous avez des bébés. Mais, puis aussi, on est comme ouvert à toutes les possibilités, I guess, de ce qui existe. Là. Mettons, nous, on a allaité à table, mais mes parents ne nous ont jamais posé la question, des questions plus deep que ça. Là. C'est juste arrivé.
C'est ça. Ça se vit. Oui, exact. Ça se exact. Ouais. La dernière question, c'est la question Opto-Réseau. Où te vois-tu dans 10 ans? Ben, pas de nulle part, là, mais n'importe où. Comme ça me dérange pas. Puis c'est aussi parce que je vis beaucoup ma vie à travers Wolfie Live. Puis dans 10 ans, elle va tellement avoir une personnalité que... Elle va avoir 14 ans. Elle va avoir 14 ans. On verra c'est quoi ses besoins à elle à ce moment-là. Puis je me stresse pas trop non plus parce que justement, tu sais, comme je le disais, mettons, avant d'être avec le père de ma fille, j'avais des plans très précis pour ma vie. C'était comme 4 enfants avec le même homme toute ma vie puis tout. Puis maintenant, c'est pas ça. Puis je sais que, tu sais, ça m'a pris du temps à réaliser ça, mais je sais qu'en ce moment, je suis comme dans mon, guillemets, worst case scenario. Dans ton pire scénario. Exact. Puis c'est vraiment pas si pire que ça, finalement. Tu sais, comme je m'en tire super bien, puis je me sens super Parce bien. que t'es une mère monoparentale, faut bien le dire. Exact. T'as ce statut-là, là. Oui. Fait qu'il y a, tu sais, il y a personne qui veut ça, là. On grandit pas en pensant ça. Tu sais, moi, je grandissais en pensant que je voulais une famille, puis c'était comme le but numéro 1. Fait que d'être dans mon pire scénario, puis de me rendre compte que dans le fond, c'est bien correct, ben on dirait que je m'en fais vraiment plus pour qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça, il n'y a plus d'anxiété par rapport à dans 10 ans, puis tout. Je suis comme, il y a juste plein de possibilités. Mais ta compagnie, ta voiture encore plus grosse, Waka? Je sais pas. Tout est possible. Tout est possible, oui. Ben moi, je te souhaite de continuer d'être heureuse. Tu as de l'air bien, en tout cas. Tu dis que tu es dans ton worst case scénario, mais même si c'est dans ton pire scénario, tu vas bien. Oui, exact. Tu es bien entourée. Ouais. La place de tes amis dans ta vie, c'est important. Oui, vraiment beaucoup. Ta famille. Oui, vraiment beaucoup. Ben, merci de t'être arrêtée à Ouvre ton jeu, Elisabeth Rioux. Je trouve que c'est important, justement, tu sais, parce que, comme je le disais dès le départ, c'était de cette génération et toutes les autres à venir auront cette capacité-là d'être leur... tu t'es mis de l'avant, tu as fait quelque chose avec ça, tu fais passer tes messages. Pour moi, l'allaitement, c'était un message que tu faisais passer. Tu as fait réfléchir beaucoup de jeunes filles, de grandes, de plus vieilles, mais par rapport à la violence psychologique, la violence conjugale, même si c'est pas... la violence physique et psychologique, c'est-à-dire... Et même si je sais que c'est quelque chose d'épouvantable pour toi, mais... de voir que ça peut avoir un côté aussi pour en aider d'autres. Alors, d'en avoir parlé, puisque tu en as quand même parlé beaucoup après, la fois que tu as décidé de le faire. J'aurais pu plus, probablement, mais... Mais en même temps, il faut que tu te protèges à travers tout ça. Oui, c'est ça, c'est une balance. Mais oui, exactement. Ben, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir osé faire ça parce que je pense que d'être capable d'en parler à nos enfants comme ça l'a permis, je suis sûre pour plusieurs mamans, entre autres, ou papas, ça fait une différence. Alors, écoute, je te souhaite évidemment que ça aille bien, que tu te mettes en premier. Ouais. Et le meilleur pour Wolfie. Alors, merci. Ça a été une grande discussion, je trouve très touchante. Un grand moment de vérité. Alors, merci, Elisabeth Rioux. Merci. Merci à tout le monde. Et on se dit au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.